Single Jungle, le podcast des célibataires. Bonjour à tous et à toutes. Nouvel épisode en plein confinement de Single Jungle, le podcast. Cet épisode est spécial parce qu'il se fait pendant le confinement, mais c'est aussi parce que c'est la première fois que je reçois un invité qui n'est pas du tout quelqu'un que je connais de près ou de loin ou qu'on m'a présenté dans mon réseau, comme ça a été le cas pour les 3 premiers épisodes où j'avais plusieurs invités qui étaient, des connaissances de connaissances ou des amis et là, on sort de ce cercle-là. Donc pour quelqu'un qui travaille en indépendant comme moi, accompagné par le merveilleux Studio Majorel, Mo et Sarah qui m'aident beaucoup, encore merci. Eh bien, en indépendant, il faut aller toquer, il faut aller tester, il faut aller, proposer à ses invités qui sont parfois des experts et des expertes et qui sont déjà très sollicités, voilà, je viens de lancer mon épisode, mon podcast et j'aimerais vous proposer de participer à mon podcast, sur tel sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Et on a très, très peur de se prendre des refus et ça arrive, mais parfois on a un petit moment de magie, un alignement des planètes, comme dirait notre, président de la République et parfois certains disent oui. Et donc j'ai eu cette grande chance avec, Richard Memto, qui est philosophe et auteur du livre culte pour beaucoup de célibataires, sorti il y a 1 an, qui s'appelle Sex Friends: Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, aux éditions Zone. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de recevoir Richard Memto à distance, en confinement. Comment ça va Richard? Mais très bien, très très bien. Là tu es confiné? Confiné, là j'ai fermé les fenêtres, mais normalement j'ai le petit gazouillis des oiseaux et parfois deux trois voitures qui passent, mais très tranquille. Je suis pas à Paris, donc j'ai évité le nœud de la pandémie, donc tout va bien. Super. Merci d'être là. On va parler de ce livre. Donc est-ce que tu peux, te présenter et présenter, aussi ton livre, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Richard Memto, je suis professeur de philosophie dans un lycée. Je précise hein, parce que du coup c'est un petit peu moins prestigieux, mais en même temps c'est le terrain quoi. Et donc j'ai déjà écrit un livre sur la pop culture. Et en réalité, pour la même raison, j'écris un livre sur les applications de rencontres parce que, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de mon existence. De la même façon que je regardais des animés, je lisais des comics pendant une grande partie de ma vie, une autre grande partie de ma vie maintenant, d'adulte, pas quand j'étais gamin. Donc en adulte, effectivement, un des moyens très pratiques de se rencontrer entre adultes, ça a été d'utiliser des applications de rencontres et ça a posé tellement de questions. J'ai eu tellement de conversations avec des amis à ce sujet-là que j'ai décidé à un moment donné de mettre tout ça à plat, essayer d'y voir un petit peu plus clair, parce qu'en fait, j'étais juste dedans, en plein dedans. OK, donc on va rappeler le titre, du livre, c'est Sex Friends: Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique et le bien est entre parenthèses, et c'est aux éditions Zone. C'est Et ça. ce livre, tu l'as sorti quand? J'ai l'impression que je l'ai depuis 1 an au moins. Non mais t'as raison. En fait, ça fait littéralement un an. C'est mai 2019. OK. Ouais. Donc 1 an et puis avec des moments différents parce que entre temps, on rencontre des gens. On se dit est-ce que le livre vraiment, je peux mettre en application pardon tous les principes. Parfois, on tombe amoureux, on se pète la gueule, puis on se dit merde, j'aurais jamais dû tomber amoureux. Puis après, on tombe vraiment amoureux. Donc, c'est assez compliqué de vivre avec ce livre après en sachant qu'on a pris plein de positions et qu'on n'est pas sûr de les tenir aussi longtemps. Mais Et quel c'est a quand même été intéressant. l'accueil justement de ce livre, que ce soit auprès du public ou après lorsque tu as pu faire des interventions, auprès des médias? Alors, en fait, il y a différentes façons de s'en emparer. En réalité, il y a eu tout un moment, une phase un petit peu de redécouverte, je pense, dans les médias, ou en tout cas, disons, comment dire, euh, approche plus sérieuse dans les médias de la question des rencontres, des sites de rencontres, des applications de rencontres. Donc là, ça a été un moment un petit peu sociologique, et en même temps est sorti le livre de Marie Bergström, et qui était une des sources et que je connaissais un peu par ailleurs, et qui est un livre beaucoup plus, disons, précis pour des chiffres, etc., pour une approche sociologique. Mais en même temps, il y a eu forcément après
j'allais dire l'été, et l'été médiatiquement, c'est le moment où on pose plein de questions sur l'amour et tout le reste, et où là, on n'est pas du tout dans une approche sociologique, même si il y a ça. En fait, on se rend compte que il y a vraiment une approche aussi très morale, et on veut quand même faire vivre encore le mythe de l'amour. Et là, pour le coup, c'est comme une sorte de deuxième phase où il faut vraiment clarifier la thèse. C'est une thèse pas tellement cynique, parce que moi je suis pas très cynique, mais en tout cas une thèse qui tient juste compte du fait que le mythe amoureux est, ouais, a longtemps été en tout cas quelque chose qui a fait avancer d'une autre façon d'une autre un petit peu les comment dire, les rapports entre les sexes, les rapports simplement entre les différentes sexualités, d'accord, mais ça n'est pas suffisant. Et donc là, je devais un petit peu calmer la lecture, disons, comment dire, enthousiaste, qui verrait dans les applications de rencontre une autre façon de tomber amoureux. Alors que moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est que les applications de rencontre, elles font pas tout de suite ça. C'est rare qu'elles le fassent. Et elles sont intéressantes pour tous les effets collatéraux qui n'ont rien à voir avec l'amour et qui ont plus à voir avec la sexualité. Et à partir de là, quand il y a eu un petit peu ce recadrage, eh ben, au fond, j'aimerais penser qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment dans les questions sexuelles, qui sont les plus intéressantes. Voilà. OK. Alors j'ai en tête un chiffre qu'il faudra que je reconfirme, justement du livre de Marie Bergström, où elle disait que d'après ses études à elle, elle avait constaté qu'il y avait moins de 20 de mémoire, c'était 18 de relations, dites sérieuses, dites amoureuses qui sortaient de toutes ces, rencontres en ligne. Ce qui est assez peu, Oui. si on regarde ce qu'on peut espérer. Je prends un on général, on peut se dire: «Bon, bah, c'est un endroit comme un autre», comme on pouvait rencontrer des gens au travail ou dans un bar, bah, peut-être qu'en ligne, je peux aussi, rencontrer une relation qui pourra devenir amoureuse, et on n'imagine pas que c'est moins de 20 de toutes les rencontres qui se font, en ligne. Toi, c'est un chiffre Mm. qui t'étonne pas du tout? Non, en fait, et puis bon, déjà la vraie difficulté, c'est dès le début, qu'est-ce qu'on entend par amour? Ouais. Mais en fait, dès le début, enfin, quand moi je m'intéressais un petit peu à la question, et je pense que Marie, elle a utilisé aussi ces chiffres un petit peu pour contrebalancer les premiers chiffres qui sortaient, qui étaient globalement des chiffres de sociologues qui voulaient aussi rendre peut-être le domaine intéressant, qui grossissaient un petit peu les estimations. Donc ça permet de revenir un petit peu sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, les applications de rencontre, elles ont un impact énorme, peut-être du point de vue surtout des représentations, mais concrètement, pratiquement, ce sera pas le nouveau moyen de se rencontrer, quoi. C'est un moyen parmi d'autres. Et donc effectivement, et donc d'ailleurs c'est intéressant parce que au fur et à mesure, on voyait les comment dire, les chiffres qu'on sort. Il y a beaucoup d'études, un petit peu des pseudo-études, hein, qui sont faites et qui servent juste à évoquer des problèmes. Alors, je me souviens notamment qu'il y a eu une grande étude sur les MST, avec les applications de rencontres. Et en fait, on voit qu'il y a des a priori moraux qui réapparaissent. C'est-à-dire que globalement, c'est plutôt sur un mode de condamnation un petit peu morale, ou alors parfois on veut un petit peu approcher l'objet en étant très progressiste et en disant ah, c'est super, c'est une nouvelle façon, peut-être plus égalitaire, plus sympa de se rencontrer. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, mais généralement toutes les études sont un petit peu biaisées. Elles expriment assez rapidement en fait, une sorte de vision du monde morale où il faut sauver l'amour ou simplement continuer à faire l'amour différemment. Effectivement, et ça en fait, c'est un vaste sujet. On est entre, ce qu'on a comme injonction, en tant qu'homme ou femme, et après on pourra redétailler les injonctions peut-être plus spécifiquement sur les femmes, et puis, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de rencontrer, et je suis quoi moi? Est-ce que je suis le produit de mon éducation, ma culture, tout ce que j'ai pu lire, tous les films, et je pense qu'on fera un sujet spécial, le mal que les comédies romantiques ont fait aux femmes, parce que vraiment c'est voilà, si on n'avait pas eu tout ce terreau-là, mais on serait sans doute des hommes et des femmes très différents. Il suffit d'aller dans d'autres cultures, dans d'autres, ou même il y a eu beaucoup d'études là aussi là-dessus, des gens qui sont complètement «déconnectés», entre guillemets de la réalité occidentale, bah, ne vivent pas les relations bien sûr de la même façon. Donc, Mm. qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se dit qu'on va sur les applications en y allant un peu comme ça, on verra bien, et c'est peut-être,
la façon la plus ouverte de voir les choses. Oui, mais et ça, c'est aussi l'objet de Single Jungle, c'est vraiment de préparer les gens, heu, à toutes les éventualités, surtout pour les personnes sensibles, parce qu'on a beaucoup de messages, déjà, de gens qui nous disent: «Bah, voilà, moi, je sais pas trop comment ça se passe. J'étais en couple longtemps, et voilà, j'étais pas allée sur les applis et j'en ai très peur parce qu'on je lis beaucoup de choses et mes amis m'en parlent et ça a l'air effrayant. Il y a beaucoup de voilà, de messages qui sont agressifs, il y a, du racisme, on va pas se cacher, il y a de la grossophobie. Tout ça existe dans la vraie vie et bien sûr, ça se retrouve aussi en ligne. Donc, quel message, tu pourrais adresser peut-être aux personnes qui vont découvrir un peu ce monde-là, des applications, hem, pour qu'ils puissent, Ben, y aller, en étant conscients de tout? alors moi, évidemment, j'ai pas d'action hein, en bourse au sujet des applications. Je veux dire, au fond, simplement, je constate que il était quasiment impossible qu'elle n'existe pas. Avant même du temps du Minitel, est apparu quelque chose quasiment accidentellement, mais en fait, on a détourné un petit peu l'outil pour le transformer en Minitel Rose. Le téléphone a tout de suite été utilisé pour se rencontrer. Avant, évidemment, les journaux postaient des petites annonces amoureuses. Et donc, en fait, il était impossible qu'on ne veuille pas se servir d'un médium comme celui qu'on a entre les mains pour rencontrer les autres. Donc, c'est au fond, déjà, la première chose, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, si on l'utilise, c'est bien parce qu'il y avait quand même un besoin qui est quasiment ancestral de vouloir rencontrer les autres à tout prix. Et ça, je veux dire, ça a vraiment fait partie de la culture humaine. Donc, c'est important de se rencontrer pour faire tout ce qu'on peut faire quand on se rencontre. Donc, la première chose, c'est vraiment de relativiser. Euh, c'est- les applications sont pas si nouvelles que ça d'un point de vue technologique. Euh, elle ne bouleverse pas d'un coup toutes les représentations qu'on a. En revanche, ce qui est très drôle, c'est que c'est un petit peu comme l'épouvantard d'Harry Potter, quoi. Plus on en a peur, plus elles nous font peur. Et en fait, elles agissent comme un miroir. C'est-à-dire, si on a peur des autres, on va agir avec eux comme quelqu'un qui se méfie énormément. En se méfiant énormément, on va provoquer des réactions qui sont aussi des réactions face à une méfiance. Et en fait, on va absolument rien en tirer de bon. La seule chose, en revanche, c'est que peut-être qu'il faut pas avoir trop d'attentes. C'est pas, franchement, rencontrer, si on se met sur les applications pour rencontrer l'amour de sa vie ou quoi, euh, c'est qu'on a plutôt une sorte de besoin désespéré d'être amoureux et ça se règle d'une autre façon. Enfin, ça se règle en revenant sur soi, réfléchissant un peu, en allant chez le psy, mais l'application rencontre fera pas, vous permettrait pas d'économiser quelques séances chez le psy si vous en avez besoin. Ah oui, bah, nous, on pousse, hein. Enfin, personnellement, ça a été un peu ma découverte de 2020. Je me suis un peu offert ça, et c'est rigolo parce que ça boucle avec le sujet. J'ai été poussée par un ami, ami amant qui qui m'a dit: «OK, donc bon, tu es venu pour baiser, c'est super, mais avant, il faut qu'on Ouais, parle», parce que je lui expliquais, un peu mes rencontres et puis j'en parlais assez, ouvertement dans certaines de mes stories sur les réseaux sociaux et j'en étais à mon énième, rendez-vous, où tu rentres, dans un VTC et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je Pourquoi je suis allée dans la gueule du loup?» Enfin, il y avait plein de warnings et j'y suis allée quand même et il me dit: «Voilà, il faut qu'on parle vraiment, il faut que tu ailles voir quelqu'un, hein, c'est plus possible, hein, moi je t'aime beaucoup et j'en ai marre de te voir, prendre des coups comme ça et tu te donnes des coups toute seule, en fait, parce que tu le sais voilà. que ces rencontres sont mauvaises pour toi». «Ah bon?» «Ah En bah ouais, fait, une petite ouais, séance de mais psy». moi, je pense que ouais, il y a un vide en fait là-dessus parce que avant, très facilement, on conseillait aux gens d'aller chez le psy en fait. Ça faisait partie de la culture un petit peu générale, la culture psychanalytique, notamment parce qu'elle servait à une chose exactement ce que tu as dit. C'est pour ça que c'était sur le. En fait, peut-être que tu causes toi-même ton malheur. Et Ouais. honnêtement, la plupart du temps, alors soit on entend ça dans les trucs de développement personnel, mais c'est sur un mode très con, genre c'est parce que vous injectez des toxines dans votre corps est un temple et tout. Alors que au moins un psychanalyste comprend que on est, j'allais dire, nécessairement dans la première phase de sa vie, en tout cas, dans une vie relativement tragique, où la seule chose qu'on peut faire, c'est être un petit peu moins malheureux, mais globalement, on est quand même l'artisan inconscient de son malheur pour des raisons qui sont... Enfin bref, on entre dans un nœud de problème qui permet au moins de dire, ok, c'est normal d'avoir des problèmes en fait. Et je trouve que ça, on l'a un petit peu perdu, c'est-à-dire que euh, avoir des problèmes, c'est comme... enfin, je veux dire,
ce serait un truc de loser. Enfin, on est beaucoup quand même, notamment ça c'est vraiment le langage des comédies romantiques, mais être un loser, être un winner en amour, vouloir gagner ou perdre en amour, c'est quand même un sacré tour d'esprit que normalement, disons peut-être avant ou peut-être avec un petit peu de psychanalyse, on pourrait soigner quoi. On se mettrait moins la pression, on accepterait plus d'avoir des idées un petit peu folles en tête, et peut-être qu'on serait un petit peu plus détendu. Mais bon, écoute, en tout cas, j'espère que ça te fera ça. Bah, moi pour l'instant, ça peut aider, les auditeurs et auditrices, j'y suis allée un peu parce que, enfin, si un amant, ami prenait le temps, de me le dire, c'est que c'était un peu une sonnette d'alarme et que, bah, la première séance était offerte et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je risque? Au pire ça me plaît». Au pire, ça me plaît, il Ouais. faut donc que je prévoie un petit budget là-dessus, que tout ça c'est négociable donc et je vais peut-être déconstruire et surtout je vais peut-être apprendre à mieux me connaître et ça ne peut être que positif. Donc je l'ai pris comme ça. Après, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr et surtout, mais ça sera un sujet qu'on développera dans un épisode entier, je pense. Surtout, vous n'arrivez pas là-bas comme au McDo, hein, genre alors je voudrais qu'on parle de ce sujet-là, parce qu'il faut Mm. régler ça, en fait. Et elle me dit: «Mais, on va être obligé de parler de votre mère, hein». «Ah bon?» «Mais Ouais. pourquoi?» «Mais parce que c'est la première personne que vous avez aimée». «Ah bon?» «Ah bah merde» et du coup, c'est lié à ce que je cherche. Oui et puis il y a peut-être plein de choses qu'elle a pu dire aussi, et enfin, bon, je finis là-dessus, mais elle me sort mais je sors des trucs du genre, bah, ma mère depuis toute petite, elle me dit que les mecs ça sert à rien en fait. Ah oui, on peut peut-être s'arrêter sur cette phrase-là? Parce que ça a peut-être pu jouer un peu dans votre évolution. Ah bon? D'accord, et après tu mais c'est tellement évident, pourquoi il est pas vu? Mais maman, pourquoi tu disais que les mecs ça servait à rien? Bah, regarde tes frères, regarde ton père. Ah oui, OK, donc je suis entourée de modèles masculins et de femmes fortes et de mecs qui sont nuls. Ah mais peut-être que ça a joué ensuite dans mes rencontres. C'est Mais enfin oui. c'est le b.a-ba, Mm. mais il a fallu que j'attende presque mes 40 ans pour m'en rendre compte, mais il est jamais trop tard. N'hésitez pas, vraiment. Non, mais justement, Donc imagine juste pour qu'on continue juste un tout petit peu, enfin même pas, oui, c'est bien que sûr. si le sexe est drôle et cool, c'est qu'en fait c'est lié à quantité de choses. C'est pas juste un vague ébranlement de plaisir qui parcourt le corps, quoi. C'est qu'en réalité il y a un petit peu tout qui résonne en même temps. Et je veux dire, donc s'il y a tout qui résonne, on doit un petit peu se pencher sur l'être entier que l'on est, sur la personne entière qu'on est, quoi. Et ça, du coup, le sexe, c'est comme plein d'autres trucs, l'art, la cuisine, ou je sais pas, ça permet d'exprimer aussi ce qu'on est. Donc on a intérêt à savoir le genre de trucs qu'on va faire sortir, quoi. Et justement, en fait, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu alors plutôt de femmes, je l'ai entendu de certains de mes sex friends hommes, mais pas forcément d'une grande majorité. Cette importance qu'il peut y avoir, de la parole, hem, bah, justement lorsqu'on a un sex friend, si on devait quantifier, on n'en est pas là, hein, mais le temps qu'on passe à se parler, à échanger entre 2 rendez-vous et le temps qu'on passe vraiment à faire du sexe pour du sexe. Donc c'est-à-dire vraiment Mm. les positions et on s'arrête, et puis après il y a la phase de repos qui va être très importante aussi, on va pouvoir discuter aussi encore. Et ben, moi je m'étais posé la question récemment et je me suis dit: «Mais en fait la conversation a vachement plus d'importance pour moi dans ce que j'ai ressenti, que le sexe Mm. pur, finalement». Ouais, ouais, Qu'est-ce qu'on mais recherche alors, dans un sex friend finalement? ouais, C'est mais c'est peut-être ça. plus le Moi, friend? le moment, c'est le moment friend, et le moment de friend, enfin, l'amitié, elle se vérifie souvent après. C'est-à-dire sur le lien qui se crée après, en fait, avoir obtenu ce qu'on avait envie d'obtenir. Ce qui fait que moi, très très vite, hein, dans mon existence, et notamment quand on est gay, en fait, qu'on a plus de facilité à coucher avec d'autres mecs, ça devient une évidence que, en fait, on va d'abord coucher et se connaître ensuite. Parce que quand il y a cette espèce de, comment dire, prix de trucs qu'on veut avoir à tout prix, enfin, en fait, on dit n'importe quoi. On séduit. Et si on séduit, on ment. Et si on ment, ben, on n'est pas très honnête. Alors qu'une fois qu'on l'a eu et qu'en fait, il n'y a plus rien à dire, et que là, du coup, on est dans l'honnêteté brute, quoi, très post-coïtale, quoi. Moi, c'est ce que j'appelais la drague post-coïtale. C'est-à-dire les discussions d'après jouissance. Et que, en fait, ces discussions sont bien. Là, on sait qu'on est avec quelqu'un qui, en fait, tient un petit peu le choc, quoi. Que la relation est un peu plus solide. Mais justement, le modèle classique,
C'est absolument tout est permis pour séduire, tout est permis pour approcher, pour finalement goûter au sexe et au plaisir sexuel. Et après, plap, plus aucune obligation. Chacun se débrouille, chacun va de son côté. Et d'ailleurs, généralement, garde pas contact. Donc moi, le premier truc, c'est pour ça que j'ai écrit en fait Sex Friend, c'est que c'était aussi mon expérience personnelle, c'est que la première précaution à prendre, c'est de savoir garder contact avec quelqu'un avec qui on a couché. Si on n'est pas capable de garder contact, ça veut dire qu'on a vraiment fait ça sur un mode de séduction extrêmement, comment dire, utilitariste. Et finalement, bah, on est, bon, on peut être un bon amant, hein, je veux dire, on peut être un bon amant et une espèce d'opportuniste total. Mais en revanche, toute la partie discussion, amitié, on sait qu'on l'aura pas. Après, il arrive aussi, on va pas se le cacher, qu'on ait bien envie de garder contact avec la personne parce que c'était cool, mais que le sexe n'ait pas été au rendez-vous. Non pas parce que c'est pas forcément une question de performance. Les corps se parlent ou se parlent pas, et c'était peut-être pas le bon moment ou, voilà, c'était pas bien, quoi. C'était pas bien, pourtant, on s'entend bien. Donc comment on fait ensuite? Bah, après il y a pas eu une seule réponse. On peut avoir un malaise aussi à se dire: «Bah, merde, ça ouais, on s'entend super bien, bah, peut-être qu'on va rester juste potes parce que sexuellement ça colle pas ou ça n'a pas marché ce soir-là». Après, Mm. c'est à vous de voir comment faire évoluer la relation, si c'est possible aussi des 2 côtés, parce que parfois en face, l'autre, il a kiffé. Lui, il a adoré enfin, ou elle a adoré ce moment et n'a pas du tout senti qu'en face, heu, bah, c'était pas exactement au même niveau, Mais en fait, de puissance. ouais. Mais c'est vrai que, enfin, le sexe n'a pas le même sens pour les deux personnes au moment où ils le font. C'est-à-dire, pour certains, c'est juste euh, intéressant de découvrir un corps et puis d'avoir en quelque sorte un partenaire de jeu. Pour d'autres, c'est vraiment l'expression profonde d'un sentiment et auquel cas, j'allais dire effectivement, dire ce qui est réussi ou pas réussi sera déjà impossible puisque chacun va avoir des critères différents pour évaluer ce qui est au départ le sexe et le sens du sexe. Et du coup, moi c'est vrai que il y a des moments où des gens posent la question en disant c'était bien, c'était pas bien. Et franchement, je suis ultra gêné de leur répondre parce que je sais pas ce qu'ils entendent par bien, en fait. Euh, quel était l'intérêt de ce qu'on a fait, quoi. Est-ce que eux-mêmes en ont conscience? Je veux dire, si c'était que ça dure longtemps, peut-être tous les plans qui durent très longtemps sont pas forcément les meilleurs. Je veux dire, et donc au moment où on arrive dans une conversation idéale à ce niveau où on prend ensemble conscience de la relativité en quelque sorte de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, on sait qu'on peut se faire confiance. C'est-à-dire qu'on sait que quand même on a tenu compte d'une perspective différente de la nôtre et que on peut se dire à peu près, et là on peut être honnête, on peut se dire que c'était pas super bien selon toi, mieux selon moi, etc. Et on arrive quand même à avoir une vraie discussion honnête. Et encore une fois, si vous arrivez à faire ça avec quelqu'un, gardez-le quand même un peu sous la main parce que c'est pas évident. Je crois que vraiment la plupart du temps, les relations vont pas à ce niveau de, comment dire, de profondeur. Oui, surtout qu'on veut pas du tout blesser l'autre et que ça Exact. touche à l'intime, ça Ouais. touche au corps, à, cette idée de performance aussi, sur laquelle on pourra revenir. Mais là, on va plus partir sur le sujet même du livre et de pourquoi on se lance sur les applications, qu'est-ce qu'on en attend, comment ça se passe ensuite. Je voulais reprendre une phrase de Mary Bergström encore, mais tout est lié, qui disait, «On nous fait croire que être seul, c'est être malheureux. La norme, l'incitation forte de la société, c'est d'être en couple». Et donc d'après ces études, encore une fois, qui sont flippantes, après une séparation, 50 des gens se remettent en couple dans les 2 ans. 50, c'est juste énorme. Alors on n'a pas le détail de qu'est-ce qui se passe pour les autres. Est-ce que pour eux, il faudra 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans ou jamais? Mais de savoir qu'après une relation qui peut être importante, parfois très longue, il y a la moitié des gens qui se jettent, la tête première très vite dans une relation parce qu'en 2 ans, on n'a pas le temps de se reconstruire parfois, non, mais il faut vite se remettre avec quelqu'un. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a cette pression, qui est très forte, pression, sociale, familiale, et aussi qu'on se voilà, qui est intériorisée, qu'on se pousse tout seul à se dire: «Mais
Et je l'ai tellement entendu, moi, surtout des filles: «Non, mais tu peux pas être célibataire plus de 2 ans, c'est pas possible, hein. Parce qu'après tu vas t'habituer et tu vas trouver que c'est vachement bien et tu voudras plus jamais te remettre en couple». Ah bon, mais ce serait grave? Et voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'il y a cette hâte, à vite faire des rencontres pour vite éventuellement trouver quelqu'un? Bah, moi, je me demande si on fait pas un petit peu, tout porter justement parfois sur les normes ou sur la société. Parce qu'en fait, donc en disant que, par exemple, on a du mal à se contenter de vivre seul, c'est pas juste. Enfin, je pense réellement qu'on est quand même globalement des créatures sociales et que par exemple, faire couple ou être en couple, en réalité, la définition pourrait être beaucoup plus large que celle qu'on a habituellement. On est déjà à chaque fois, à chaque moment, en train d'essayer de construire des petites relations, des petites relations de confiance avec ses amis, avec ses parents, avec ses collègues. Alors on dit pas qu'on est en couple avec ses collègues, ses amis, ses parents, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a un investissement très important, euh, comment dire, de reconnaissance dans ces relations. Et d'ailleurs, il y a des drames qui sont presque plus importants entre des amis qu'entre des amants, quoi. Et parce que les amis sont en fait quand même une part importante de notre vie sentimentale. Et en fait, c'est souvent, en fait, la façon de désamorcer tout ça ou de comment dire comment dire annuler toute cette inquiétude, cette angoisse de rester seul, c'est de se dire qu'on est déjà en fait dans des relations qui sont peut-être aussi importantes ou plus importantes. En fait, la vraie angoisse, je la comprendrais s'il s'agissait de la solitude. Voilà, pour les personnes qui sont vraiment seules, pour qui en fait vieillir signifie être seul. Là, je vois qu'il y a, enfin, j'entends, je comprends. Je veux dire, il y a quelque chose qui du coup justifie de tout à coup être inquiet, de se dire, moi, il faut vite que je me mette avec quelqu'un. En fait, en réalité, les gens qui adorent leur boulot, ils s'en foutent d'être tout de suite avec quelqu'un. Les gens qui sont passionnés, je sais pas, par un truc débile, je sais pas, le papier peint, la course, n'importe quoi, au fond, ils en auraient rien à faire. Et même pour eux, ce serait pas vraiment une souffrance de rester seul. Mais si on a peur d'être seul, c'est peut-être aussi qu'on est arrivé à un niveau où on sent bien que on a besoin de dépasser cette solitude, quoi, et qu'on n'a pas de passion nécessaire parfois pour simplement ignorer cette angoisse de la solitude. Donc en gros, moi je dirais juste, au fond, on a le droit d'avoir peur d'être seul. Je le comprends très très bien. Non seulement parce que je pense que c'est ce que me dirait mon psy, mais aussi parce que franchement, je trouve que c'est à peu près inhérent à l'état d'être humain d'avoir peur d'être seul. On n'est pas vraiment fait pour être seul. Je cite pas mes classiques qui répètent qu'on n'est pas fait pour être seul, mais on a vraiment besoin des autres. Le seul vrai problème, c'est savoir ce qu'on entend par couple et à partir de quand on fait couple. Et est-ce qu'on pourrait pas juste un petit peu étendre cette définition de couple si c'était vraiment ça le problème. Mais très honnêtement, je crois que le moment en fait ennuyeux, je vais être plus précis, c'est pas le couple en fait, c'est pas être en couple, parce que il y a des couples qui sont sans enfants et qui le vivent aussi assez mal. C'est qu'il y a vraiment un truc avec la famille. C'est qu'il faut faire famille et il faut pouvoir à un moment donné se dire qu'on va transmettre quelque chose. Il y a vraiment, au fond, on veut quand même pouvoir se dire que quelque chose va nous survivre. Et donc, si on le fait pas, c'est qu'on est très égoïste. C'est qu'on est un célibataire égoïste ou en couple et égoïste, et que quand on n'a pas fait d'enfant, donc c'est par exemple le cas d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron, qui souvent ont été attaqués sur ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a une perversité secrète et tout et tout. Et c'est là où en fait, moi, qui suis gay, j'entends de la même façon chez les gays le même type d'angoisse. C'est pas tellement de pas être en couple, en fait, globalement, il y a même plein de gays qui en ont un peu rien à foutre, parce que juste ça va, ils arrivent à rencontrer, mais c'est d'être en couple qui ne peut pas se justifier par une famille. Et franchement, là aussi, la même réponse a été faite depuis très 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 longtemps, de dire mais relaxez-vous, quoi. Faire une famille avec juste des enfants, faire une famille, il y a plein d'autres façons de faire des familles. Débloquer en fait votre conception du couple, débloquer votre conception de la famille, et ça va en fait, vous irez mieux, vous ne serez pas forcément tenu de à tout prix, comment dire, transmettre le flambeau et sinon faire disparaître votre dynastie avec vous, quoi. Donc en réalité, souvent, c'est peut-être des questions un petit peu bêtes de définition, mais on a réduit les définitions du couple
et de la famille, et on a donc réduit la définition du couple à ce qu'était un couple reproducteur, et la définition de la famille à produire des enfants. C'est très 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 idiot, mais je pense que même, et là pour le coup, même chez les gays, c'est un problème, quoi. On n'a pas su saisir complètement, ce qui était d'ailleurs un vieux truc des années 70, de dire, on peut faire famille de plein de façons différentes. On n'a pas su saisir en quelque sorte cette opportunité conceptuelle d'ouvrir vraiment la définition de famille. Et du coup, c'est un vaste débat parce que c'était Ouais. une des, notions d'un professeur, spécialisé justement dans le couple qui intervenait dans un reportage de France Info. Donc attention aux reportages de France Info et de tous les reportages télé. Ils ont 1 minute pour parler du célibat, c'est trop court. Donc ils font parfois au plus rapide. Et là, bah, il y avait un peu le sujet, et c'était très bien que ce professeur en parle, c'est mais finalement les personnes dont on parle peut-être le moins dans les célibataires alors qu'il y a un vrai sujet économique, ce sont les parents isolés, donc à 99 des mères isolées. Hem, on n'en parle pas, on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de voir «cet échec» entre guillemets parce que c'est considéré comme un échec en fait, une mère, Mmh. isolée, ça nous montre, très clairement que, bah, le couple et la famille qu'elle a formée n'ont pas fonctionné et que, bah, voilà, il va falloir gérer. C'est à la société de se substituer un petit peu, comme on pouvait le faire pour les veuves de guerre. Enfin, là, il y a beaucoup de documentation sur lesquelles je vous renverrai là-dessus. Cette idée de il va falloir toujours soutenir, la femme seule, avec ses enfants parce qu'elle n'arrivera pas à s'en occuper, parce qu'il y a tout un système qui fait que, bah, voilà, elle ne trouvera pas de travail, parce qu'elle a des horaires spécifiques, elle va avoir peut-être, un emploi mal, rémunéré, que les temps partiels, grande majorité, ce sont des femmes. Tout ça est un gros sujet, qui a déjà été traité notamment dans Les couilles sur la table. Je vous renverrai vers tout ça. Mais effectivement, aller vers, le côté positif de dire, bah, être célibataire, ça peut être bien, ça peut être positif. Il y a aucune société, au monde, économiquement, politiquement parlant, qui aura envie de nous pousser à être totalement libres de ça. Parce que Oui. c'est la fin d'une nation. Si on dit, «Arrêtez de faire des gosses», vous voyez bien que ça sert à rien. Enfin, entre guillemets, là, c'est moi qui parle. Non, non, C'est-à-dire non, mais que c'est ça. Non, mais voilà, ouais, c'est c'est que le vous centre allez du sujet. prendre C'est-à-dire que, ça. ouais, Est-ce que vous allez prendre du temps, de l'énergie, enfin, c'est ça un enfant aussi, voilà, vous allez tout consacrer pour lui et il y avait une super infographie de l'AFP: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète?» Première chose, arrêtez de faire des gosses. Parce que oui, vous allez apporter une autre vie qui va mmh prendre de l'énergie, prendre, tout ce que la planète n'a plus à nous donner, et finalement, est-ce que c'est pas écologique, mais aussi un alors, vrai choix politique de ne pas faire d'enfants? C'est au choix de chacun, ouais. mais c'est un vrai sujet. Je pense que les sociétés ne pousseront jamais à ou n'accepteront jamais pleinement, ce choix de ne pas faire d'enfants. Non, bon, c'est la limite, je veux dire, inhérent à au fait d'être une espèce vivante. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, on est supposé se reproduire, hein, donc et c'est supposé, fonctionner, et donc ne pas le faire, bon, alors, c'est non seulement, contre nature, mais c'est en plus, donc anti, productif, enfin, c'est pas du tout bien du point de vue capitaliste. C'est effectivement, en plus, ne pas transmettre, culturellement quelque chose, enfin, je veux dire, c'est perdre le nom, c'est, tuer sa dynastie, donc il y a que des dangers à ne pas se reproduire. Et surtout, moi, pareil, j'avais vu un petit reportage une fois où il y avait comme ça, c'était en Irlande, je crois, un couple qui disait nous on veut pas se reproduire, et finalement à la fin ils veulent pas avoir d'enfant, puis finalement à la fin ils en ont quand même eu un, tout ça. Donc, puis ils étaient quand même contents, mais bref, non, non, il y avait vraiment une incompréhension. Je veux dire, c'est même assez flagrant, c'est-à-dire que on peut pas imaginer qu'un couple ne se reproduise pas s'il n'y a pas une maladie, s'il n'y a pas un Ouais. problème, s'il n'y a pas un drame. Et donc, moi, je sais pas trop quoi dire parce que je suis un petit peu du bon côté du bâton, hein, de ce point de vue-là, parce que moi, je suis assez non reproductif du fait de ma sexualité, mais et puis j'y vois pas une gigantesque malédiction, donc je suis pas une femme. Je sais que effectivement, moi, j'avais des amis qui, à 30 ans, devenaient folles si elles n'avaient pas d'enfants. Et je sentais le truc. Alors, elles appelaient ça parfois l'horloge biologique. Ok, je sais pas. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment violent, quoi. Violent pour elles de se dire, mais en réalité, il y a un temps, il y a un temps d'usure, il y a une date de péremption, comme dirait Michel Houellebecq, quoi, au-delà duquel les femmes, bon, voilà, on ne sait pas quoi faire. Et c'est violent parce qu'en fait, toujours, tout est mis dans la perspective d'une reproduction.
C'est-à-dire que pour le coup, la date de péremption, le fait de ne plus pouvoir être productif, c'est parce qu'on imagine à tout prix qu'une femme doit être productive. Et les hommes, eux, bon, bah, ils ont de la chance. Alors, naturellement, on nous dit qu'on peut continuer à se reproduire encore plus tard. Et donc, cette perspective-là, elle est d'ailleurs en creux, finalement. Même dans la critique, moi je me souviens que c'était la critique de Eva Illouz, la critique des applications de rencontres, c'est de dire, mais oui, mais on n'est pas tous égaux parce que les hommes sont encore sexuellement actifs jusque très tard, alors que les femmes le sont moins. Et il y Ouais. a les statistiques d'ailleurs qu'apporte Marie Bergson qui sont très intéressantes, qui dit au fond, les femmes globalement ont une désirabilité très grande quand elles sont très jeunes, mais les hommes en revanche sont plus désirés quand ils sont plus vieux. Et du coup, cette espèce d'asymétrie qui produit énormément d'inégalités, enfin enfin, plus que d'inégalité, de la discrimination, enfin bref, qui détruit des personnes entières, elle est notamment inscrite dans le fait que on doit toujours se plonger, enfin se mettre dans la perspective de la reproduction. Et au fond, si on arrivait à un petit peu, au moins à nuancer ça, je veux dire, ou à relativiser ça, ou à en prendre conscience, peut-être qu'on éviterait beaucoup, beaucoup de drames, quoi. Juste ça, juste l'inégalité qu'il y a à se dire un homme âgé est désirable, une femme âgée n'est plus désirable. Ça, c'est quand même, enfin voilà, c'est le cœur, quoi. Ouais, Si c'est on vrai que arrivait c'est à très, dépasser ça, on serait bien. c'est vrai que c'est très violent et bon, on est confronté à ça assez rapidement, puis on le voit, on avait parlé dans un des épisodes de ce fameux effet, Leonardo DiCaprio, qui couche avec des femmes, et c'est son choix et son droit le plus strict, mais qui couche avec le même clone depuis 20 ans. Il change simplement de mannequin, à peu près tous les 2-3 ans, en fin de cycle, et toujours la même, toujours une blonde, toujours une top modèle, toujours quelqu'un qui est c'est marrant, comme sa maman qui était top modèle aussi. Donc lui aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est loin d'être le seul. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit en tant que femme, bah, voilà, je vais arriver à une date où je vais intéresser un peu moins les hommes qui ne veulent pas forcément, une femme de leur âge pour différentes raisons. Encore une fois, c'est pas non plus la majorité des hommes, il y a encore des hommes qui sont OK pour, adresser la parole à une femme qui a le même âge qu'eux, il y a pas de souci. Mais bon, le problème c'est que, là, on arrive aux chiffres de l'INSEE, les hommes, qui ont le même âge que nous et qui sont encore disponibles, il y en a pas beaucoup. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Après, ça dépend aussi des bassins où on est, mais c'est vrai qu'en région parisienne Ouais. et dans des grandes villes, on sait qu'on va avoir plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Une fois qu'on le sait, bah, déjà on respire. On se dit que c'est pas de notre faute, hein. C'est les statistiques qui sont comme ça, et après on essaye voilà, de vivre le mieux la situation, mais peut-être sans pression. Je voulais juste revenir aussi sur le côté, on attend d'un couple ou d'une femme, hétérosexuelle qu'à un moment donné ou un autre, la question des enfants se pose, et pour, les couples homosexuels, les couples, de femmes lesbiennes aussi. Il me semble qu'il y a quelques années encore, on les laissait à peu près tranquilles, Mm, parce que, bah, ah bah oui, ça va être compliqué. On disait: «Bah, si tu veux des enfants, pourquoi pas, mais tu sais que tu t'engages vers un chemin qui va être compliqué», et donc il y avait peut-être une certaine, compréhension. Et avec, bah, le mariage gay notamment, le Pacs avant, et puis, bah, tous ces témoignages, qui émergent de partout de couples qui ont réussi par différents moyens, parfois très difficile. Aller en Belgique, aller en Espagne, aller aux États-Unis, les mères porteuses, la GPA, tout ça est très compliqué, et surtout, bah, il faut des finances, hein, c'est vraiment pas pour tout le monde. Bah, le sujet émerge, bah, et moi je l'entends beaucoup dans les dîners en ville, comme on dit, enfin avant le confinement. «Bah, quoi, comment ça, il veut pas d'enfants, maintenant ils peuvent?» Oui, mais mm. peut-être qu'ils veulent pas aussi. Pourquoi ce serait évident? Ouais. Ouais, ouais, Est-ce que c'est moi, est-ce que moi ça j'entends la revient même chose. beaucoup, ou est-ce que oui? Ouais, non, j'entends la même chose du côté des couples gays maintenant. C'est-à-dire que la version de l'engagement réel, c'est que maintenant je cherche quelqu'un, je cherche un mec qui lui aussi veut des enfants. Et donc, qui soit capable de. Et en plus, donc, évidemment, puisque globalement c'est passé par la GPA dans un pays étranger et tout ça, c'est vraiment plein d'argent. Donc, un mec qui soit capable de supporter financièrement comment dire, bah, enfin, la GPA quoi à l'étranger. Donc moi après franchement quand on fait un petit peu de philo et que
en fait, on voit passer des textes du 19e siècle qui posent exactement les mêmes questions, avec toujours le même truc de dire l'homme peut se reproduire pendant très longtemps, les femmes pas très longtemps, et qu'on voit bien que, donc là je pense vraiment par exemple à Schopenhauer, on voit bien qu'il en tire les mêmes conséquences aujourd'hui que les masculinistes qui disent exactement les mêmes choses. On se dit, mais en fait, euh, bon, déjà, on sait que c'est faux, c'est-à-dire on sait qu'il y a toutes les limitations, les nuances qu'on peut apporter à ce schéma-là, mais on se dit, mais c'est quand même dingue que depuis plus de 200 ans, en gros, on bute sur la même fausse présentation du problème de la reproduction, quoi. Avec vraiment deux sexes en totale guerre et l'un qui doit exploiter l'autre. Ce qui a été encore une fois, ce qu'on revoyait, enfin moi je m'intéressais un peu à ça, donc il y avait un livre qui sortait qui avait exactement le même scénario, qui présentait la même chose, en disant oui bien sûr, ben, de tout temps, les femmes en fait ont été un genre exploité et les hommes ont été le genre exploiteur. Et c'était ça, en fait, la vraie distinction des genres, quoi. Et là, encore une fois, il y a juste quelque chose, on peut se regarder en face, hommes et femmes, en disant, mais on peut peut-être dépasser ce scénario-là, ou se rendre compte que la reproduction, c'est pas complètement ça. Il y a plein d'autres façons aussi de prendre du plaisir, parce que notamment, un des points importants dont on parlait tout à l'heure quand on couchait ensemble, c'est qu'on voit bien que ça dépend pas juste du corps, en fait. On n'est pas juste face à un corps qui est plus ou moins élastique. Je veux dire, si c'est ça, autant franchement s'acheter des poupées, quoi, ou des robots, je sais pas. Mais comme tu disais tout à l'heure, on parle, on a des imaginaires, et c'est parce qu'on arrive à avoir affaire à quelqu'un qui a une subjectivité. Et la subjectivité, bah, c'est pas juste un corps de 20 ans, quoi. Ou un corps de 21 ans, et puis face à un autre mec qui aurait, je sais pas, 40 ou 50 ans. Donc c'est quand même, enfin, faut quand même pouvoir s'adresser collectivement à la question en disant, mais est-ce que c'est vraiment l'image de la sexualité qu'on a en tant que, je sais pas, on va employer les grands termes, mais en tant que nation développée, de dire ah ouais, en fait on reste sur un scénario vraiment disons de mauvais profs de bio du 19e siècle, avec deux genres qui doivent systématiquement se battre pour exploiter l'autre, quoi. Et franchement y a beaucoup d'autres choses à faire que, même par exemple quand on est gay, se dire que ouais, on doit faire des enfants. Moi je trouve ça assez désespérant, et je le voyais d'ailleurs dans 10%, parce que je crois que 10% c'était aussi un petit peu le scénario. En fait, systématiquement il y a un personnage qui est à moitié bi, ou là c'était je sais plus comment elle s'appelle, bref, c'est pas grave, mais le personnage de l'une des agentes qui en fait est un petit peu bi, on sait pas trop, et qui finalement quand même s'engage dans une relation lesbienne, mais elle doit Oui. avoir un enfant. Et on dit mais non, mais en fait enfin, c'est pas un scénario nouveau, quoi. Montrez-nous autre chose, ouais, tout simplement. Enfin, je trouve Ouais, ça assez désespérant en fait qu'on n'ait pas beaucoup d'imagination à ce sujet. bah, d'autant que le personnage était assez fort, assez construit et avait beaucoup plu, bah, beaucoup de gens en se disant: «Bah, ah, bah, voilà, enfin un personnage, super intéressant qui a plein de contradictions et il faut quand même faut qu'elle fasse un gosse rapidement, quoi». Bah, oui, il faut qu'elle rentre dans une norme à un moment donné, pour plaire à qui? Je sais pas, parce que c'est pas la cible, bon, c'est France 2, OK, mais non, la ménagère de moins de 50 ans, si on devait vraiment repartir de cette cible-là, bah, ça l'intéresse tout autant que Camille Cottin, et bah, elle continue sa vie de femme, lesbienne qui assume son histoire, qui peut-être après, aura une histoire, encore différente, parce que c'est vrai que la représentativité, des personnages bisexuels, c'est encore un sujet. D'ailleurs, je vous renvoie vers le podcast, 5 sur les personnes bisexuelles et comment elles sont représentées dans les médias, dans la culture pop. Vous verrez, vous allez courir après, il y en a pas beaucoup des personnages bisexuels. En général, les scénaristes font en sorte que, allez, on va plus t'orienter vers ta vraie sexualité, parce que la bisexualité, ce serait pas une vraie, ce serait quelqu'un qui aurait pas vraiment choisi. On entend encore ça en 2020, c'est désespérant. Ouais, parce qu'il fait Heu, du drame. Moi, en plus, vraiment, on comprend en tant que spectateur, c'est qu'on veut des. On se dit, bah alors, si le même personnage n'arrête pas de faire les mêmes choses toute sa vie, ça va être chiant à voir. Mais le problème, c'est que c'est la vie, quoi. Donc il fallait rajouter un drame supplémentaire d'avoir un gosse. En plus, je sais plus quel personnage doit avoir 40 ans ou un peu plus. ouais. Enfin bref, Ok, je ne dis pas Oui et puis il plus. faut qu'elle accouche au bureau, enfin bon, on va pas vous spoiler, mais on est vraiment dans le grand classique de il faut que voilà, faut que ça bouge, donc il faut qu'il y ait plein de trucs qui Mm. sont parfois un peu caricaturaux, mais on aime quand même 10. C'est bien au moins d'avoir des personnages, un peu variés. Heu, alors je vais passer du coq à l'âne, mais pour moi il y a un lien. On a parlé de sexualité, on a parlé du fait qu'on aime parler, et oui, il y a Maya Mazorette qui en parlait, dans GQ, et je trouvais ça très fort et je vais répéter ce qu'elle disait. Elle disait: «Un homme doit-il
ou pas, donc hétéro ou en tout cas intéressé par, une relation sexuelle avec une femme, un homme peut-il ou doit-il, faire un cuni? Alors déjà, il y a pas d'obligation dans le sexe, il faut du consentement des 2 côtés, donc on n'est pas obligé de faire un cuni. Mais Mmh. s'il était amené à avoir cette proposition-là, s'il devait dire non parce que ça l'intéresse pas, qu'est-ce qu'il peut dire? Bah, il y a plein de choses à dire, mais en tout cas, ce qu'elle disait, c'est, si vous n'arrivez même pas à toucher, la vulve d'une femme, parce que ça vous dégoûte, c'est quelque chose qu'on a déjà lu et entendu. Qu'est-ce que vous faites avec une femme au lit si la sa vulve vous dégoûte? Nous vous proposons, d'autres accessoires sexuels qui vous permettront de vous amuser autant que possible, mais avec, quelque chose qui vous dégoûte pas. Vous ne devriez jamais être au lit avec quelque chose qui vous dégoûte, vraiment. Donc si la vulve est une partie du corps d'une femme, c'est comme ça, tout comme, bah, voilà, un pénis, enfin, pour un homme, il y a des parties du corps, j'arrive même pas à imaginer que quelqu'un puisse dire: Ça me dégoûte, je pourrais pas toucher». Sauf, encore une fois, je fais une exception sur l'anus parce qu'on est encore sur d'autres sujets, où là, ça doit être amené d'une certaine façon. Mais dans une relation sexuelle, qu'un homme ou une femme puisse dire: «Je ne pourrais pas toucher ta vulve» ou «Je ne pourrais pas toucher ton pénis parce que ça me dégoûte», là, je pense qu'il faut faire un travail sur soi d'abord et avec des objets et ensuite aller vers l'autre. Mais ou alors, il y a peut-être un sujet d'asexualité, on peut réfléchir à tous ces sujets-là, mais voilà, si vous êtes retrouvé comme moi dans une situation où un type vous dit, «Ah mais moi je peux pas mettre mes doigts là-dedans, c'est pas possible, hein». Je fais: «Mais pourquoi?» «Beh, parce que c'est sale». «C'est sale une vulve?» «Bah ouais et puis je le fais pas» et puis en plus, enfin, on se connaît pas bien et enfin si ça peut te rassurer, même avec ma copine, on est restés en couple pendant 3 ans, je l'ai jamais doigté. «Ah ouais!» «Beh, il faut que tu arrêtes les relations sexuelles avec des Ouais, femmes, je pense, ouais, hein». il y a un problème. Mais non, mais c'est drôle, c'est drôle parce qu'il y a aussi beaucoup de mecs, moi j'ai entendu beaucoup de mecs dire, qu'en fait ils trouvaient un sexe, bon évidemment plutôt des hétérosexuels, mais qu'ils trouvaient, leur propre sexe, dégueulasse, enfin sale quoi, et immonde, enfin pas esthétique, voilà. Souvent c'est Ah ça. ouais. C'est, une femme c'est esthétique, un homme en revanche non, ça l'est pas, un sexe c'est dégoûtant. Et on voit qu'effectivement il y a un problème vraiment de rapport avec le corps. Et là pour le coup, c'est pour ça que quand tu parlais de l'anus, bon c'était quand même le truc que tout le monde a, mais c'est pas pour rien quand même qu'effectivement il y a quand même un rapport très particulier à l'anus, que c'est un petit peu l'organe, de la honte, quoi, le truc immonde. Et on voit bien que la découverte de son anus, par exemple pour les hommes, le fait de longtemps rester vierge de l'anus, qui est un truc très très important pour plein d'hommes, alors que évidemment il y a forcément des problèmes à un moment donné avec cet anus, c'est qu'on doit par exemple se faire dépister pour la prostate et que ça suppose un toucher rectal, Ouais. pardon. Et ben effectivement c'est comme, voilà, c'est là, on sent qu'il y a eu tellement de honte, d'angoisse accumulée autour de ce truc-là. On se dit, mais c'est dingue. On peut pas complètement ignorer que c'est peut-être, en fait, euh, comment dire, l'une des pierres de touche de la sexualité masculine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trous, un trou secret, un trou tabou, mais il y a des trous autorisés. Enfin, c'est quand même assez particulier comme représentation des choses. Et pour le coup, c'est vrai que moi, je ne crois pas tellement on ait réussi à bien parler de sexe. Enfin, à l'époque même, je me souviens quand j'écoutais Doc Eddie Fool, euh, mais c'était pas très précis, c'était mal fait en fait, en réalité. Là, pour le coup, tu vois des séries comme Sex Education qui essayent au moins de parler de trucs assez assez directement. Je trouve déjà ça plus réussi, quoi. Éventuellement, il y aurait un petit progrès, mais quantité de personnes qui auraient peur du sexe de l'autre, ou de leur propre sexe, ou qui trouveraient que en fait c'est sale ou ce genre de choses. Pff, ouais, c'est perdu d'avance. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est vraiment, c'est mal parti. Mais en même temps, on voit bien que c'est parce qu'on l'a investi de plein de discours moraux. Donc, par exemple, dans Insecure, tu sais, il y a ce moment-là où un mec, alors, elle a décidé de sucer un mec parce qu'en fait, il y a eu toute une discussion avec ses copines avant. Donc, il s'est discuté avec ses copines. Elles disent, ah, mais non, mais sucer, c'est vraiment un truc, ça fait trop de toi une salope. Donc, comme si en plus, il y avait automatiquement quelque chose qui s'affichait sur son visage en disant j'ai sucé une bite, donc je suis vraiment une salope. Et donc, elle prend conscience que peut-être qu'elle peut le faire, et quand elle le fait avec le mec qu'elle aimait bien, qui était comme une sorte de son amoureux secret, mais pas complètement, enfin bref, le mec, du coup, en quelques secondes, alors, là aussi, c'est quand même, il faudrait quasiment discuter, mais éjacule sur elle, et du coup, elle se sent humiliée, et elle bloque total, et lui-même sait pas trop comment l'expliquer, et on se dit, mais en fait, voilà, si votre connaissance du corps est si faible
qu'en plus, vous rajoutez à ça des jugements moraux extrêmement forts, ouais, c'est une bombe à retardement, la sexualité pour la plupart des gens dans ce cas-là. C'est vrai que enfin, il y a plus grand chose à rajouter. Sauf qu'il faudrait en parler vraiment, et beaucoup et Oui, pendant je très suis longtemps d'accord. aussi. Et Ouais, c'est vrai que les générations d'aujourd'hui, moi j'aurais été, ravie d'avoir Sex Education ou tous les supports qui existent aujourd'hui, alors voilà, moi je suis d'une génération, effectivement Doc Fool ça me parle, mais internet déjà à la base, on a grandi sans, c'est arrivé plus tard et donc il a fallu se faire ses propres, repères, souvent les on-dit des copains et des copines je vous renvoie aussi à un super podcast qui s'appelle Les Chemins de désir sur Arte Radio, où, bah, l'autrice explique, comment elle a été, éveillée à la sexualité, d'abord en tombant sur une BD quand elle était plus jeune, puis ensuite, la première VHS porno qui tournait au collège et ainsi de suite et tous ces petits chemins, ça forme en fait, notre culture, à la sexualité, culture «porno» entre guillemets, parce que le porno n'est pas forcément lié et c'est vrai que comment on s'est construit? Est-ce qu'on aurait, bien aimé nous aussi avoir des bases saines comme le ouais, consentement? Se dire: «Bon, bah, on va commencer par là, que tout le monde soit d'accord et on arrête de juger, de mettre une étiquette sur une position sexuelle». Ça c'est bien, ça fait un peu salope ou ça fait un peu je sais pas quoi. Ça c'est, uniquement pour tel type de sexualité, mais non en fait, et ça, c'est vrai que je trouve ça très bien que de jeunes générations puissent être un petit peu plus ouverts, même si on n'échappera pas tout de suite en tout cas au slut shaming, qui est malheureusement, encore d'actualité, ni ouais. au revenge porn. On fait un coucou à Benjamin Griveaux auquel on pense très fort parce que limite on préférait la période où on parlait de lui parce que ça aurait été, c'est ce que Ovidie a dit, mais ça Oui, aurait été oui, je tellement suis bien d'accord. tellement bien qu'ils disent, Tout à fait. «Voilà, OK, je suis victime du revenge porn. En général, c'est plutôt les femmes qui le sont, bah, je vais porter cette voix-là à mon petit niveau et je continue et ouais et oui, j'ai échangé des photos et des vidéos avec une femme, consentante et c'était en dehors de Ouais. mon mariage et donc là, on touche à la morale, on ne touche pas à mes compétences politiques. Mais s'il avait eu ce discours, ça aurait été tellement bien. Mais Mais le pire, c'est que ce discours-là, moi, enfin, ma mère, qui n'est pas toute jeune quand même, elle m'a dit la même chose. Donc je me dis, en réalité, tout le monde est quand même assez prêt à avoir ce discours-là, quoi, à entendre ça. À dire, ouais, bon, finalement, voilà, ouais, après, il y a tout le truc avec sa femme et ses enfants, mais globalement, oui, j'ai envoyé des photos de moi à poil, ou des vidéos, parce que là, c'est quand même ouais, bah, oui. le niveau supérieur. Mais voilà, je veux dire, c'est pas si grave. En revanche, tu vois, quand tu parlais du porno, qui à mon avis, quand même une grande, pardon, une grande responsabilité quoi, dans la façon dont on se représente la sexualité, mais pas forcément mauvaise, hein, parce qu'il y a, enfin, on doit quand même voir quelque chose, quoi. Et le porno, c'est pas juste systématiquement les mêmes positions dans le même ordre. Enfin, même s'il y a ça, il y a beaucoup de, enfin, moi, souvent, je dis, voilà, quand vous allez sur un site porno, la première chose, c'est que vous avez plein de fenêtres ouvertes et vous avez un choix. Même si c'est un choix, je veux dire, finalement, qui peut faire intervenir le même type de stéréotype souvent, mais globalement, le porno nous inonde plutôt de catégories très différentes que juste une catégorie avec une seule façon d'appuyer sur la même fenêtre. Mais le vrai truc que ne fait pas apparaître le porno, c'est l'interruption totale du rapport sexuel. C'est-à-dire que même si on peut représenter un acte sexuel avec oui je veux, tout le truc du consentement, il y a rarement en fait un acte sexuel qui est représenté comme interrompu parce que bah, finalement c'est pas super et puis plutôt que de se forcer on va juste arrêter quoi. Et ça, Ouais, c'est compliqué, même de se dire, bon, écoute, ou alors par exemple, on a fait une sorte de. Moi, parfois, je dis, voilà, on a fait une première manche, on peut se reposer, on verra si on fait la deuxième manche plus tard, mais on va pas forcément aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'éjaculation systématique. On peut prendre notre temps, et il y a quand même ce truc de dire juste non en plein milieu d'un acte, c'est très grave, parce que ça veut dire tout de suite que on était sur la voie de quelque chose. Alors qu'en fait, ça pourrait être extrêmement banal de dire juste, bah vas-y, j'ai plus envie, on a bien commencé, mais là, on va s'arrêter, quoi. Et les mecs prennent ça en plus souvent comme une espèce de preuve qu'ils n'ont pas assuré, etc. Ça, ce serait juste intéressant de le banaliser. Banaliser l'arrêt ou l'interruption du sexe, quoi. L'interruption de la relation sexuelle. Et ouais. évidemment, bon, on comprend pourquoi le porno ne le montre pas, parce que
bah, c'est moins flatteur, quoi. On veut des trucs qui durent longtemps avec des explosions, mais des climax, des jouissances, des orgasmes. Mais en réalité, ça fait quand même partie enfin, du monde réel, quoi. On peut vouloir s'arrêter, juste pour se reposer parce qu'on est vieux. Oui, puis de définir aussi qu'est-ce que le début, qu'est-ce que la fin d'un rapport. C'est, Ouais. Martin Page qui l'a expliqué très bien dans Au-delà de la pénétration. Pourquoi l'éjaculation, bah, ça signerait la fin de la partie. Pourquoi? Alors que pas forcément, et pourquoi ce serait forcément l'objectif alors qu'on le répète, hein, on peut prendre du plaisir, sans forcément éjaculer, et on peut prendre du plaisir sans forcément atteindre un orgasme. Et l'orgasme ne va pas forcément avec l'éjaculation. Ça, c'est une espèce d'idée reçue, mais qu'on nous a mis dans la tête, hein. On nous a construit alors il y a des moments où on passe un super bon moment, et il y a pas eu d'éjaculation, il y a pas eu d'orgasme, de dingue, mais c'était super cool, et ben, c'est bien aussi. Non, mais moi je suis bien d'accord. Et en même temps, comment dire, je me dis que dans le rapport sexuel, justement, il faudrait valoriser. C'est-à-dire, on doit pouvoir dire, bah voilà, ce mec ou cette meuf, c'est un bon coup, justement parce que il y a quand même le plaisir de donner du plaisir, tu vois le truc. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas juste que bon, c'est une performance, mais c'est que même si on a fini de jouir, on peut quand même ne pas se barrer tout de suite et prendre ses fringues, quoi. Et ça, pour moi, ce sont des vrais indicateurs. Tu vois, tu demandais tout à l'heure dans sa vie sexuelle, comment on peut repérer, comment on peut progresser. Bah, si on peut faire ça avec les autres et si on voit d'autres personnes qui le font avec nous, honnêtement, c'est cool. Et c'est à peu près ce genre de comportement qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire ne pas immédiatement se dire, bon allez, on s'en débarrasse et puis c'est réglé, quoi. Parce qu'il y a souvent, il n'y a pas forcément synchronicité des jouissances. Donc il y a forcément un moment où il faut quand même pouvoir donner du plaisir, même si on n'en a pas énormément. C'est assez compliqué, comment dire. On fait pas tout uniquement par plaisir, quoi. Donc il y a évidemment l'idée qu'on va peut-être en avoir, on est à peu près assuré d'en avoir, mais parfois il y a des gestes qui semblent un petit peu neutres. Donc, par exemple, quand en gros on est arrivé en premier et que l'autre n'est pas tout à fait arrivé à son point de jouissance non plus, il y a l'idée qu'on peut accompagner. C'est un geste un petit peu gratuit, quoi, quasiment de sacrifice, puisque on n'est pas à fond, on va pas immédiatement recevoir du plaisir, ou plutôt un plaisir peut-être de dire, ouais, je fais plaisir de, voilà, ou ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui a du plaisir. Enfin, il y a un truc, les frontières sont relativement floues parfois, et donc il faut quand même pouvoir reconnaître que ceux qui savent naviguer entre ces frontières parfois un peu floues sont des bons partenaires, sont des bons coups. Et franchement, je suis toujours surpris du fait que quand on dit de quelqu'un qui est un bon coup, c'est parce que globalement, on le rattache à une sorte d'imaginaire porno de l'athlète, quoi, l'athlète du cul. Euh, et c'est pas vraiment ça, quoi. Un bon coup, pour moi, c'est vraiment pas ça. Et je suis pas sûr que. Alors évidemment, ça suppose que il y a quand même une idée de performance, tu vois. On peut pas complètement éteindre l'idée de performance, même si elle doit être, enfin, elle doit être modifiée, quoi. Mais du coup, une bonne performance sexuelle, c'est au moins quelqu'un qui déjà a un petit soin, prend soin un petit peu de l'autre, au-delà de son plaisir, et qui en plus peut quand même, disons, en qui on peut avoir confiance, quoi. Parce qu'après tout, si le plaisir, comment dire, disparaît, on pourrait presque juger qu'il est rationnel que l'acte s'arrête ici. Alors que quand même, ça peut être intéressant de continuer quand on est au point d'arriver, juste avant la ligne d'arrivée en quelque sorte. Donc tu vois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a des zones grises qui peuvent pas être entièrement balisées par le consentement ou par autre chose, qui sont des trucs de confiance, quoi. Où, franchement, moi je pense pas avoir, tu vois, des relations sexuelles où à chaque fois, 100% du temps, je suis en vraiment jouissance totale. C'est impossible. Euh, Bah, donc il ce y a des serait moments où épuisant, quoi, et aussi. c'est épuisant, ouais, non, c'est ça. Mais en même temps, tu vois, qu'est-ce qui m'indique vraiment que je suis pas en train de. Je me souviens parce qu'il y avait un ami qui avait essayé d'écrire un texte de philo pour dire on ne doit jamais donner du plaisir si on n'est pas soi-même intéressé. En fait, on peut jamais baiser par devoir, tu vois. C'était ça sa thèse. C'est intéressant. Donc, on peut pas, voilà, on peut pas faire. On peut pas sucer par devoir, par exemple. Ce qui est vrai, hein, si c'était entièrement par devoir, ce serait débile. Mais en même temps, il y a forcément des phases de neutralité, en fait, des phases un petit peu d'ennui même. Non, on fait des trucs bof, pas top, pas super, mais on peut pas arrêter immédiatement non plus. Mais on peut se dire si ça continue, peut-être qu'on arrête. Bref, c'est assez ambigu, et pour moi, la seule réponse du coup, un petit peu en complément du consentement, c'est celle de la confiance, quoi. Parce que Ouais, clairement. tout n'est pas absolument négociable au moment où ça se passe.
parfois, il faut se faire confiance en disant: «OK, là, c'est un peu naze, mais ça va redécoller dans pas longtemps» et puis après ça redécolle. Oui et puis on peut à tout moment effectivement arrêter le rapport ou dire, «J'étais d'accord il y a 2 minutes, mais là je le suis plus», des 2 côtés, parce on le sent pas ou on n'est pas à l'aise, dès lors qu'il y a le moindre doute, faut surtout pas se dire: «Bon, bah, là, je sors de mon corps, je suis en train d'observer la scène et ça me plaît pas ce qui se passe, mais je vais rien lui dire parce que lui, il est dedans et ça a l'air de lui plaire et je voudrais pas le vexer». Oui, mais là, déjà, du coup, tu vis pas les choses super bien, quoi. Donc ça se passe à 2, autant arrêter et on en parle et on reprend plus tard. Mais vraiment ce consentement, perpétuel, c'est ce que recommandait, Maya Mazorette. Oui, moi, ça me va, on va pas faire des stops toutes les 30 secondes pour dire: «C'est bon, tu es toujours OK?» Non, mais que quand on se Ouais. sent pas bien et qu'on le ressent tout de suite. C'est au moment où on le ressent qu'il faut le dire et bah, parce que sinon ça peut aller très, très loin. Non, mais c'est en fait, moi vraiment, encore une fois, hein, je trouve ça difficile, compliqué, parce que effectivement, il faut savoir lire ce qui se passe. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a la fameuse idée que les gens simulent, mais alors si tu simules, comment on peut bien savoir si tu kiffes ou si tu kiffes pas, tu vois? Ouais. Donc, où est-ce qu'on en est vraiment si tous les deux simulent? Donc, et puis en même temps, c'est compliqué de dire ouais, mais je vais pas simuler, mais je vais vraiment exprimer de la joie que quand j'en éprouve. Enfin, je veux dire, bon, après, c'est des trucs intéressants, mais moi, souvent, la façon dont je fonctionne, c'est que bon, bien sûr, il y a ce truc du consentement, c'est-à-dire, pour moi, c'est plutôt un consentement négatif. C'est-à-dire, si je dis non, c'est vraiment que ça veut dire non et stop, stop, stop. Parce que redire oui, en fait, tout le temps, je pense qu'effectivement, enfin, pratiquement, je le fais pas. J'y arriverai pas. Mais ceci étant, le vrai truc, c'est que avant, tu vois, de la discussion qu'on a avant, par exemple, pour savoir ce qu'on va faire ou comment on va baiser, dans cette discussion-là, tu vois tout de suite si quelqu'un est attentif ou pas à ce qui va se passer. Et pour le coup, je trouve que c'est là vraiment que s'élabore le principal de la confiance. Si le mec te pose aucune question sur ce que t'aimes, c'est quasiment foutu d'avance. Ça veut dire qu'il pourra pas gérer. Ça veut dire qu'il pourra même pas sentir qu'il y a une perspective différente qui est là en train de se produire sous ses yeux. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. Et au moment même, parce que ça arrive souvent, par exemple, dans les interactions gays, dont on dit souvent qu'elles sont quand même très cash, c'est vrai, mais genre, quand quelqu'un dit, euh, comment dire, actif ou passif, top ou bottom, en fait, top ou bottom, ça veut même pas dire grand-chose. Donc on sait bien qu'il y a si on se contente de ce niveau de généralité, c'est qu'en fait, on est vraiment pas très conscient justement de toutes ces petites zones, de tous ces petits détails qui vont nous échapper. Donc moi, au fond, le vrai test que je fais passer, c'est ça. Est-ce que quelqu'un est conscient qu'il doit avoir une vision assez détaillée de ce qui va se passer, ou est-ce qu'il se contente de généralité? Auquel cas, franchement, ça risque d'être un très mauvais coup et peut-être pas un très bon moment. Donc, Après, on peut bon, tourner, la conversation de façon un peu sexy, allez-y. amusante. On n'est pas obligé de faire passer un interrogatoire à l'autre, mais ça peut même se faire sur les applications de rencontres. Donc là, on va revenir sur notre sujet, mais tout était lié. Moi, je n'avais aucun problème à le mettre même, dans mon profil, sur les Mm, applications et je le mettais dans les photos parce que je sais qu'il y a des gens qui lisent même pas les profils, mais qui regardent les photos et je mettais dedans, cherche perles rares ou aiguille dans une botte de foin. Donc je mettais mes critères et notamment, mec qui n'a pas peur d'un pubis de femme adulte, c'est-à-dire avec des poils, enfin voilà et puis, ouais, qui n'a pas peur aussi de doigté et donc ça permettait aussi d'engager le dialogue parce qu'il y avait des garçons qui me disaient: «Donc toi, tu parles du fait d'être doigté, dans tes photos alors qu'on s'est pas encore ouais, parlé?» Je fais: «Beh, ça fait le tri, ça veut dire que soit tu vas être bah choqué, oui, ça ne te parle pas du tout et tu te dis: "Ouh là, moi j'aime pas du tout cette façon de se présenter", je zappe et c'est super. Donc tu ne me verras jamais, plus qu'au-delà de ce profil que tu as swipé. Et l'autre, au contraire, qui va être curieux et qui va se dire: «Mais si tu as pris le temps de le mettre dans tes photos, c'est qu'il y a une histoire derrière et peut-être que cette histoire, elle m'intéresse». Donc oui, ouais, y a faut pas hésiter. En plus, on est adultes, quoi. On a le droit de dire les mots pubis, c'est pas sale. J'ai l'impression d'être Doc Fool, mais c'est vraiment ça. On peut non, non, dire mais les mots et on peut s'en parler avant et dire: «Bah, moi, j'aime ça et toi, qu'est-ce que tu en penses?» Moi, j'aurais, je pense, dégoupillé, un paquet de soucis, si j'avais posé la question avant à, bah, mes partenaires. Bah, je pense qu'il y a une partie d'entre eux, les gens qui me disent: «Mais moi, je doite pas». Bon, bah, OK, bah, écoute, salut, et enfin ou alors, tu peux évoluer sur ce sujet ou c'est définitif? OK, en te remerciant, parce que je suis pas là pour faire l'éducation des gens non plus. non, mais c'est ça. En fait, il y a deux trucs qui sont un petit peu antithétiques sur le réseau, c'est qu'on a un souci de plaire,
mais en même temps, on va plaire sur ce qu'on n'est pas totalement, puisqu'on sait qu'on va forcément omettre de dire plein de choses désagréables. Et en même temps, le besoin d'honnêteté. Et notamment, si on passe au lit après tout ce qu'on a dit, on a besoin d'être honnête. Et en vrai, je pense qu'on est à peu près heureux sur un réseau quand on sait, ou qu'en tout cas on est en paix avec soi-même, et qu'on va plaire à partir de ce qu'on est et pas à partir d'autre chose, ou qu'on n'a pas à tout prix besoin de plaire, quitte à s'inventer n'importe quoi. Et donc, quand on peut dire qu'on aime un certain nombre de choses, par exemple, et que on est d'accord sur le fait que bah, tout le monde n'aimera pas forcément ces trucs-là, ou alors le genre de physique qu'on a. Enfin, alors, dans le monde gay, il y a énormément de sous-catégories. Et du coup, chaque sous-catégorie a en quelque sorte son propre public, quoi, ses propres amateurs. Et en fait, très rapidement, du coup, ça évacue un petit peu le problème de tomber sur des gens qui finalement vont pas nous aimer, mais on va faire l'effort quand même de paraître autre chose que ce qu'on est, etc. Donc, au fond, de ce point de vue-là, un classement, une classification vraiment très générale et un petit peu plutôt drôlatique, hein. Souvent, bah, dans le livre, notamment, je parlais de l'application de rencontre des bears. C'est juste Oui. les mecs qui sont un petit peu plus gros, plus poilus, justement, et qui ont leurs propres fans. Alors, je pense qu'on peut l'expliquer de plein de façons différentes, hein, ce kiff sur les mecs plus gros et poilus, notamment sur le fait qu'ils représentent une sorte de version bonhomme de la virilité, quoi. C'est pas la virilité des muscles saillants, un petit peu conquérante, c'est plutôt la virilité du papa tranquille, quoi. Mais ceci étant, il y a quand même une raison, à mon avis, culturelle de l'émergence de stéréotypes sexuels. Mais dans ce moment, disons, de stéréotypes sexuels, au moins, ça permet de voir qu'il y a pas une correspondance universelle de tout le monde avec tout le monde. Il faut accepter d'avoir, au fond, un public restreint, quoi. Moi, souvent, la métaphore que je trouve la meilleure, en fait, c'est pas celle du marché, c'est celle du public et du genre de performance qu'on fait. Ce qu'on fait peut pas plaire à tout le monde. Et quand on rentre dans des milieux un tout petit peu plus précis dans les pratiques sexuelles, vraiment précises, du type fétichiste, etc., bah, là, du coup, ce qui devient amusant, c'est que clairement, le physique est secondaire, enfin, toutes les trucs de catégories socio-professionnelles sont beaucoup plus secondaires. Ce qui passe, c'est vraiment de savoir quelqu'un qui sait faire, donc, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais au fond, le savoir-faire, quoi, vraiment, et qui correspond à peu près à nos attentes. Donc, qui peut vraiment matcher sur une pratique et pas sur un idéal de personne que je montre faussement pour séduire. Donc il faut aussi faire le deuil de son propre souci de plaire. Et ce qui est vraiment pas évident, hein, je comprends bien, notamment quand on est jeune. Moi, franchement, s'il y avait eu des applis en étant jeune, peut-être que j'aurais été tenté de faire une sorte de profil ultra, comment dire, générique, qui plaît un petit peu à tout le monde. Mais en plaisant un petit peu à tout le monde, à la fin, on finit par plaire à personne. Ouais, clairement. Alors, je voulais qu'on revienne sur l'addiction potentielle aux applications de rencontres. Judith Duportail en a parlé assez longuement dans son livre L'amour sous algorithme. Et il y a aussi l'auteur Koren Chadmi dans le livre Love Addict, confession d'un serial dater, où vraiment il avait ce souci de, il pouvait plus s'en passer quoi. Il fallait qu'il date, qu'il score si possible, et que quand Mhm. il y a eu cette phase de, comme un junkie, de plus rien, bah, il le vivait vraiment très mal, une sensation de manque. Est-ce que c'est vraiment lié à l'application en elle-même, à tout ce système de notification, gratification qui a été assez bien étudié? Est-ce que c'est aussi cette fameuse peur d'être seul? Parce que finalement, on remplit un vide en faisant plein de dates. Et comment on peut bah, essayer de prévenir les gens? Parce que oui, l'addiction, ça peut vous toucher aussi. Et alors, moi, j'ai un problème avec l'addiction. Pas au sens où je suis addict, hein, mais avec le concept d'addiction. Oui, Excuse-moi, c'est juste que, en fait, je trouve que c'est un petit peu le concept moderne qui vient justifier une limite de la liberté, alors que justement, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on a une grande liberté. Et au fond, c'est pas un hasard s'il revient essentiellement du côté américain, en quelque sorte, de l'Occident, quoi. Parce que on est d'accord pour dire qu'on peut faire plein de choses entre adultes, c'est génial. Et du coup, normalement, de ce point de vue-là, on ne doit émettre aucun jugement. Voilà. Chacun, s'il est consentant, fait exactement ce qu'il veut. Et je vous emmerde. Et donc, tu vois, tout le discours un petit peu de l'émancipation assez classique. Sauf que, du coup, quand même, parce qu'en fait, on est un petit peu gêné avec cette liberté qui serait vraiment sans limite, on fait revenir un discours parfois un petit peu psychiatrique et
très clairement, dans la psychiatrie, disons actuelle, il y a une espèce de, comment dire, explosion du concept d'addiction, notamment des addictions sans objet. C'est-à-dire, c'est pas les addictions à des produits qui sont d'une certaine façon bien connus par leurs interactions chimiques, si tu veux, avec le cerveau. C'est les Mmh. addictions sans objet. Alors, il y a ça pour les jeux vidéo, il y a ça pour, je crois quoi, donc pour le sexe. Alors le sexe étant un petit peu plus compliqué, c'est que du coup il y a quand même, et ça serait une façon de l'expliquer, comment dire, un phénomène chimique de l'orgasme, etc. Donc on pourrait expliquer comme ça, quoi. Au fond, il y a... Mais est-ce on dit pareil avec la bouffe, on dit pareil en fait avec quasiment tout aujourd'hui. Et je trouve que c'est un petit peu un discours pauvre. C'est-à-dire qu'on peut pas juste se contenter de ça. En fait, la meilleure définition de l'addiction que donnent les psys, c'est quand globalement votre activité déborde sur le reste de vos activités normales. Donc si vous jouez et que vous arrivez à être un élément productif de la société, qui n'a pas trop de problème à interagir avec les autres, il n'y a pas de souci. Si vous jouez au point que vous en sacrifiez vos amitiés et que vous en sacrifiez votre travail, ou alors si vous masturbez au point que vous vous masturbiez sur votre lieu de travail, là il y a un souci. Et donc là, ça relève effectivement de la psychiatrie. Mais pour le reste, je trouve que la définition de l'addiction est tellement étendue, en fait, ça nous tend un peu un piège. Et c'est celui qui s'était occupé de Tiger Woods, qui avait une addiction sexuelle, hein, qui avait donné un questionnaire en ligne, je crois que c'est 10 questions, et si on dépasse les 40%, je sais plus, on est forcément un addict sexuel. Et en fait, quand on prend les 10 questions, on peut quasiment pas ne pas être un addict sexuel. C'est-à-dire qu'on en a une définition bien trop large. Mais bon, ceci étant, sur les applications, faut pas se mentir, elles sont designées pour pouvoir garder en quelque sorte l'utilisateur. Donc moi, ce que je dis dans le livre, qui est très simple, c'est que si vraiment elles fonctionnaient très bien, et si jamais elles avaient arrivé à calculer la compatibilité parfaite entre les individus, vous y brancheriez une fois, vous auriez votre match total, absolu, le coup de cœur, fin de l'application, et concrètement, c'est une application qui ne monétise rien du tout. C'est-à-dire, c'est une application qui réussirait trop bien et qui s'auto-détruirait, quoi, tellement elle réussirait bien. Donc c'est évident que elle doit nous faire revenir. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de mécanisme, même s'il y a des petits mécanismes psychologiques qu'on connaît, les petites gratifications, les matchs, etc. Mais Grindr, par exemple, qui a existé avant, il n'y a pas de match sur Grindr. Je remets ça un tout petit peu dans le contexte. Grindr Mmh. arrive avant Tinder. En fait, les premières applications de rencontres sont gays. Bon, avant, il y avait les sites de rencontres, mais il n'y avait pas ce genre de truc avec les points, les pouces, etc. Enfin bref, il n'y avait pas tout le système de gratification qu'a inventé Tinder. Tinder l'a vraiment inventé, et c'est la version, j'ai envie de dire, hétéro, mais et notamment pas juste hétéro pour être hétéro, mais notamment comment dire, lié aux réseaux sociaux. On a voulu faire jeune parce que elle était supposée être adaptée au public des campus, donc déjà branchée sur les réseaux sociaux. En gros, je sais pas si, par exemple, même pour le système des seniors, il y a une version, enfin il va probablement y avoir une appli pour les seniors. Je sais pas si là aussi on est encore une fois dans la gratification perpétuelle du swipe, pardon, désolé, du swipe, du like et du match, quoi. Parce que en fait, je pense que ça correspond à une certaine vision du monde et qui correspond à une certaine catégorie de la population. Et toutes les applications n'ont pas besoin de ça pour fonctionner. Et donc je le redis, Grindr n'avait jamais fonctionné comme ça. Et en réalité, le match, il devait surtout servir à contrôler qu'il n'y ait pas de, en fait, disons, de harcèlement, quoi. Il n'y ait pas de mecs qui se mettent comment dire, en voyant un profil, qui se mettent systématiquement à pouvoir parler encore et encore, et à gêner. Et ça permettait en fait de rendre un peu plus propre l'interface de l'application. Donc c'est assez, je sais pas si tout fonctionne vraiment sur un système de récompense, punition, comme ça, de gratification. Je pense simplement qu'ici, il y avait vraiment un désir de faire une application, notamment pour Tinder, très neutre, très, disons, encore vraiment baigné, disons, d'interactions sociales ordinaires, avec des gens qui peuvent se présenter pas juste comme sur des photos, mais en mettant en avant leur profession, leurs amis, leur puissance sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Et au fond, c'est un petit peu à cause de ça, peut-être, qu'on a commencé à réintroduire l'idée qu'il y avait les winners, les losers, ceux qui ont besoin de performer, ceux qui n'ont pas besoin de performer. Sur plein d'applications de rencontres, beaucoup plus sauvages, ou alors des sites de rencontres, ou même des messageries instantanées beaucoup plus sauvages, il n'y a pas de gratification, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en fait. Et encore une fois, Tinder par exemple, franchement, je déteste ça. Je sais pas, je le vois, je l'ai utilisé Mmh. plutôt comme un touriste. J'ai rencontré quasiment personne sur Tinder parce que le truc qu'on se rencontre, enfin, dont on se rencontre très vite, c'est qu'on collectionne les matchs. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans
une logique comme, tu vois, de gratification, mais sociale, et pas tellement de plaisir réel, quoi. Pas tellement de plaisir sexuel ou de plaisir de la rencontre. On est complètement dans une performance sociale et je trouve ça assez, en fait, assez désagréable hein, en tant qu'utilisateur. Donc encore une fois, je sais pas. Et il y a aussi beaucoup d'ailleurs d'applications qui sont simplement des messageries instantanées qui sont là pour le coup qui sont très violentes et qui sont mais aussi parfois très drôles, mais qui fonctionnent quoi, qui continuent d'exister. Je veux dire, il faut pas oublier qu'il y a quand même énormément quand même comment dire, de rémanence de vieilles technologies de rencontres, donc les sites de rencontres par exemple, euh, qui ne se sont pas toutes mises sur le même modèle que Tinder. Donc voilà, c'est ma réponse. Donc, en gros, ma réponse est un petit peu foisonnante, mais disons qu'il consiste à dire en fait, il faut peut-être relativiser l'importance de l'addiction et le rôle euh, un petit peu trop, comment dire, qui serait très envahissant en tout cas simplement de la plateforme de Tinder. Oui, après c'est comme tout, c'est un outil, donc à vous de savoir l'utiliser, d'aller dans les paramètres, les notifications, vous pouvez les virer, et puis, Tinder Oui, avait le triste record, de l'application qui est la plus, désinstallée. Et ce qui m'étonne pas du ouais, tout, c'est qu'on est sur une expérience utilisateur désastreuse. C'est que les gens y vont pour, matcher et éventuellement, rencontrer quelqu'un et c'est extrêmement frustrant. Je pense en particulier à un garçon qui me disait qu'il avait des stats, enfin il tenait une comptabilité, hein, du nombre de swipes qu'il avait fait, le ratio, OK, j'ai swipé combien de fois, je peux le faire combien de fois? Et moi, je savais même pas la limite. Je savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 100 par jour et ça ne m'intéresse pas de savoir qu'on peut aller jusqu'à 100 par jour, mais lui, il l'a fait et merci à lui pour ces retours-là. Mais du coup, il s'est dit: «OK, donc je peux pas faire plus que 100 par jour et dans les 100, swipes que j'ai fait, j'ai combien de matchs? OK, bah, j'en ai pas tant que ça et dans les matchs, il y a combien de filles qui vont me répondre?» Et après dans les réponses, qu'est-ce qui a donné une rencontre au final? Et est-ce que la rencontre a été positive? Ouh là, on est sur quelqu'un d'assez stakhanoviste qui vraiment essaye de comprendre, c'est ça. En le fait, pourquoi du comment et est-ce que c'est ouais. rationnel? Est-ce que ça me plaît? Et si tout ça finalement c'est beaucoup de temps et d'énergie pour rien, oui, rien ne vous empêche, de désinstaller pendant un certain temps et vous retestez par la suite. Vous testez aussi les autres applications, il y en a plein. Moi ce que je Ouais. pouvais déconseiller, c'était d'en avoir vraiment trop. Si on dépasse les 4-5 applications et qu'on a activé les Bah notifs de oui. partout, toutes les 2 minutes, on a: «Bah alors, vous nous manquez, pourquoi vous n'êtes pas venus? Il y a des matchs qui vous attendent». Bon, voilà et ça peut être assez, Non, non, mais oppressant. c'est ça. En fait, globalement, on peut dire que ce genre d'application correspond à un profil psychologique de personnes qui ont besoin d'absolument tout contrôler et qui veulent aller jusqu'au bout de ce que peut l'outil. Et en fait, je pense que concrètement, il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus capables de se satisfaire hein, facilement et qui n'ont pas besoin d'aller au bout, tu vois, de l'outil. Comme, tu sais, quand quelqu'un parfois allume une télé, il regarde toutes les options, il essaie de tout paramétrer, l'image pour qu'elle soit parfaite, etc. Et puis d'autres juste allument la télé et puis mettent la chaîne qu'ils ont envie de regarder, quoi. Et il y a un petit peu ce même sentiment-là. Et surtout que, évidemment, c'est un outil, comment dire, où on doit paramétrer, où par définition on va construire son profil, etc. Moi j'ai l'impression que globalement ça flatte un petit peu notre côté contrôle fric de l'image sociale, quoi. Et moi la façon dont je l'avais utilisé, c'était pas en mettant plein de photos, en le liant à tous les... Enfin, vraiment, c'était, je trouvais ça fou, l'effort qu'on nous demandait sur cette application, donc là je parle vraiment de Tinder, comparé à d'autres qui sont beaucoup plus robustes et rapides. Après, encore une fois, je pense que c'est mon profil psychologique, il faut se connaître un peu, quoi. C'est-à-dire que moi, je me contente peut-être un petit peu plus facilement d'interactions simples. Je suis moins donc avec le pendant qui est que, bah, du coup, peut-être que je vais devoir demander des informations aux autres plutôt que de systématiquement les avoir et d'avoir trop d'informations ou trop de photos d'un coup, ça me dérange pas. Mais ceci étant, faut quand même se rendre compte que c'est pas directement l'application qui est en cause. On va faire le petit travail psy qu'on fait de base. C'est peut-être que c'est nous-mêmes qui sommes un petit peu en cause ici. Et notamment, moi je trouve qu'on a parfois une espèce de tendance à être un petit peu enfant gâté parce que si on compare ce qu'on a aujourd'hui entre les mains avec ce qu'avaient auparavant nos parents ou nos grands-parents pour pouvoir se rencontrer, mais il n'y a pas photo, quoi. Moi, je veux bien qu'on pleure un petit peu sur les effets dévastateurs sur l'ego, ce genre de choses, mais globalement, c'est quand même une occasion assez folle. Ouais, On est on peut arrivé dans un monde rencontrer, où on peut.
Voilà, Plein de gens. On peut c'est rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Moi, je vais peut-être donner un exemple, mais il y a quelqu'un que j'ai eu, dans ma vie pendant, allez, quelques mois et qui travaillait littéralement à 5 minutes de chez moi. Et on ne s'est jamais croisés, jamais il y a jamais eu un regard, alors que vraiment on a regardé le chemin qu'il prenait tous les jours et que je prenais. Potentiellement, on s'est croisés, je sais pas, mmh, 50 fois en 1 an. Mais nos regards se sont pas croisés parce que c'est pas vrai ce que vous voyez dans les pubs. Il y avait la pub Impulse quand j'étais plus petite, où il y avait un type qui croisait une fille et elle faisait tomber son foulard et il lui ramassait et c'était beau, il y avait une magie. Ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. ouais, Donc ouais, du coup, bah, s'il y avait pas eu cette application-là, j'aurais jamais rencontré ce type-là alors qu'il était dans mon quartier. C'est parfaitement con. Donc on se dit: «Mais où aurait été l'occasion?» Voilà, on prend la génération de mes parents. Où est-ce qu'ils se seraient rencontrés? Ben, dans les bals. OK, donc il y a 3 bals par an. OK, bah, faut pas se louper. Est-ce ouais. qu'il aurait voulu danser avec moi ou pas? J'en sais rien. Donc là, les applications nous permettent de rencontrer peut-être des gens qu'on n'aurait jamais pu, croiser dans la vraie vie. Et après, ça nous met en relation. Tout le reste, c'est à nous de faire le boulot, hein. Donc et Mmh. c'est intéressant, c'est un champ des possibles qui est énorme. Ah ouais, moi, c'est pour ça que enfin, ça me fascine quand même pour avoir connu justement le monde, en fait, vraiment sans application. Alors, en plus, quand on est gay, évidemment, c'est super important, c'est super utile, quoi. Parce que sinon, on est dans sa petite ville et puis on galère. Mais au fond, avant les applications, c'était quand même, enfin, c'était compliqué, quoi. On avait nos amis, éventuellement, et puis enfin, en plus, on sait que ces applications, elles servent aussi pour des personnes qui sont plus âgées. Ce sont pas juste des jeunes. Et évidemment, les jeunes, on voit bien pourquoi ça peut les travailler un petit peu plus d'être satisfaits sexuellement que des personnes plus âgées. Mais en vrai, sinon, quand on n'a plus de cercle d'amis pour rencontrer, comment Mmh. on aurait dû faire, quoi? On aurait dû se laisser mourir dans un coin. Donc non. Et c'est pour ça que, encore une fois, ce genre d'application, pour moi, elle nous met un petit peu en face la réalité qui est que quand on se branche, on voit d'autres personnes qui sont branchées en même temps et qui en fait cherchent, on va pas dire la même chose précisément que nous, mais au moins sont dans la même disposition d'esprit. Et on voit bien que derrière, encore une fois, toute la façade sociale qui est autour de nous, il y a quand même un monde de désir, quoi. Et bon, moi j'aime bien le film Ice White Shot, mais c'est un petit peu ça la métaphore, même si c'est plus dangereux dans Ice White Shot, mais on voit qu'en fait, derrière je sais plus, je crois que c'est un mec qui vend des costumes. Bref, derrière ça, il y a quand même une sorte de monde un petit peu souterrain, de gens qui veulent se rencontrer, qui veulent tomber amoureux, qui savent pas trop d'ailleurs ce qu'ils veulent, mais qui a quand même une profondeur que parfois, enfin, qui heureusement quand même va plus loin que la simple interaction sociale débile qui consiste à dire bonjour dans la rue. Et ça c'est amusant. Ça nous amuse de savoir que les gens ont une double vie et que les gens sont peut-être sur des réseaux qui sont peut-être complètement différents de ce qu'on connaît tous les jours. Il faut pas se mentir. Au fond, vraiment, c'est la dramaturgie classique, peut-être, de quantité de pièces de théâtre, de romans, etc. Et on est en plein dedans. Et en plus, on n'a pas beaucoup d'efforts pour rentrer à l'intérieur. Moi, je crache pas sur mon plaisir, hein. En fait, même, je pense que si un type l'avait pas inventé pour une population à un moment précis de l'histoire, elle serait apparue, cette application. C'est quasiment un prolongement naturel de la façon dont on se raconte nos propres vies amoureuses et sexuelles. Bah, du coup, dans le prolongement des applications de rencontres, moi je repère, bon, dans le confinement, c'est encore plus le cas, mais c'était le cas déjà avant. En fait, on voit que le sexe, l'amour, le désir, ça investit tous les terrains sur internet et pas seulement, ceux qui sont dédiés à ça, donc les sites de rencontres, les forums dédiés à ça. Je vois que sur des réseaux sociaux entre guillemets «basiques», moi j'ai la plainte régulièrement vu que je travaille dans le domaine des réseaux sociaux, où j'ai des femmes et des hommes, surtout des femmes, qui me disent: Ouais, «Est-ce que c'est normal que je reçoive des messages sur LinkedIn?» qui est quand même un réseau ouais, social professionnel, ouais, où, bah, le type, qui est un professionnel aussi, me dit: «Bah, écoutez, je vous trouve charmante, on s'est croisés à tel tel salon, de je sais plus quoi, et bah, pourquoi pas, faire connaissance?» et les gens n'ont plus peur de rien. Ils se disent ils peuvent se ouais. griller en faisant ça, mais pourquoi pas? C'est juste un support, c'est un moyen d'entrer en contact avec l'autre. Donc Mais après c'est ça. LinkedIn, Et c'est un peu étonnant, ouais, mais ça va être pareil sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les ouais. réseaux où on peut Sur contacter Facebook des gens. avant, hein.
Voilà, tout à Ouais, fait. c'est ça. Avant Facebook, il y avait le moment du poke et tout, et on savait pas si c'était ringard ou. Enfin, ça demandait quand même un petit peu de courage, mais c'est vrai qu'on a systématiquement cherché à détourner des tonnes de technologies pour en faire un usage, disons, alors vraiment soit de rencontres, soit érotique, mais globalement, ouais, enfin, LinkedIn, ça m'étonne pas du tout. C'est ce que j'entendais, je lisais deux, trois articles dessus, qui normalement, effectivement, bannissent hein, les utilisateurs qui le font mais on ne pourra pas s'en empêcher, quoi. Et on ne pourra pas s'empêcher de vouloir systématiquement séduire avec cette, disons, imaginaire érotique très particulier qui est celui de la girl next door ou du boy next door. C'est-à-dire séduire pas juste des personnes qui seraient des stars, sinon en fait il y aurait deux trois profils sur Tinder, notamment peut-être celui de Leonardo DiCaprio qui serait systématiquement matché. Mais en fait non, ce qui nous intéresse c'est quand même de savoir comment vit notre voisin, notre voisine un peu sexy, quoi. Et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'au fond, on arrive peut-être plus qu'avant, ça c'est vrai, à rendre, comment dire, désirable avec une certaine dramaturgie des personnes qui sont pas du tout normalement destinées à être désirées, quoi. En tout cas, pas dans l'imaginaire, disons, esthétique, un petit peu classique et vieillot, de la star qu'on devrait forcément trouver mignonne, quoi. Parce qu'il y a ça, il y a le cinéma, il y a les médias qui nous montrent des gens systématiquement plus beaux que nous, mais qui font des trucs aussi cons que nous, ok, leur monde à eux, et puis notre monde à nous qui serait dénué de désir. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que non, non, on préfère, comment dire, kiffer ou je sais pas, trouver sexy notre boulanger, notre boulangère, plutôt que de aller systématiquement fantasmer devant l'image de telle ou telle star, quoi. Enfin, je trouve ça plus intéressant. Bon, après, encore une fois, peut-être qu'on en rediscutera sur les comédies romantiques, mais les comédies romantiques ont fait ça très bien. Elles ont très très bien dit qu'au fond, on avait le droit d'être nul, un petit peu médiocre, un petit peu banal, mais être sexy. Et moi, je pense forcément à la scène à un moment donné de, comment ça s'appelle, American Pie, où je trouve que c'est le 2 où ils disent, mais en fait, je te kiffe, moi aussi je te kiffe, même si t'es un gros gogol, et puis, est-ce que c'était la traduction française, mais on est débile, quoi, en fait, on est juste ordinaire, mais on est sexy l'un pour l'autre, justement parce qu'on est ordinaire. Et de ce point de vue-là, je crois que dans l'imaginaire érotique, on est passé à quelque chose vraiment de nouveau et qui s'est jamais fait vraiment avant, quoi. Avant, il fallait fantasmer, idéaliser le plus possible, euh, donc parler d'un éternel féminin ou alors parler de guerrier, d'homme qui était guerrier et conquérant. Maintenant, on a le droit juste de kiffer sur, encore une fois, quelqu'un qui fait à peu près la même chose que nous, avec autant de médiocrité que nous. Alors super, on va juste peut-être finir, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais, tu parles, d'une thématique qui s'appelle, l'écologie sexuelle et Sharon, qui est une militante, afroféministe que j'ai invitée au dernier épisode, m'a dit: «Il faut absolument que tu lui parles de ce sujet, parce qu'on n'en parle pas tant que ça». Qu'est-ce que c'est selon toi l'écologie sexuelle? Comment tu pourrais la définir? Alors, en fait, c'est parti de l'idée, plein d'idées, mais d'expérience personnelle. C'est-à-dire que globalement, expérience personnelle très directe, on chope une MST et le médecin nous dit bon bah il va falloir que tu rappelles tout le monde, tous tes anciens partenaires, donc que tu as potentiellement contaminé. Et alors donc c'est une expérience extrêmement désagréable. D'abord parce que on est tout à coup obligé de faire la liste des partenaires qu'on a eu, donc ça devient très concret. Et en plus c'est tellement concret parce que tu es vraiment obligé de réfléchir à la façon dont tu as pu contaminer quelqu'un ou pas, tu vois. Donc avec tous les petits détails que c'est débile quoi. Enfin, bon, tous ceux qui ont eu une chlamydia y ont déjà pensé. Et on se rend compte en fait que, notamment ce que dit assez rapidement le médecin, enfin, s'il fait bien son boulot, parce qu'il y a quantité de médecins qui sont pas forcément, pardon, hein, on devrait pas le dire, mais enfin qui sont pas du tout pédagogues ou qui au contraire fonctionnent que sur une pédagogie de la terreur. Et donc il t'explique en gros, plus t'as de partenaires évidemment, plus t'as de chances d'être connecté à quelqu'un par une maladie quoi. Et puis, le pire, donc, c'est qu'en fait, ça fonctionne exactement comme un réseau. Donc, ça fonctionne assez bien aussi avec notre imaginaire où on se dit merde, mais en fait, j'étais dans un réseau sans le savoir. Et la sexualité, ou plutôt l'écosystème sexuel, en fait, c'est ça. C'est le moment où on se rend compte que on connaît pas du tout les partenaires de nos partenaires. On sait qu'ils en ont. On sait même qu'en fait, ça peut avoir un impact très concret sur nous, puisque globalement, ça veut dire que les risques sont multipliés. Exactement comme globalement ce dont on se rend compte là en ce moment, partant de confinement. Hein. C'est pas très éloigné, quoi. Et c'est le même imaginaire d'ailleurs qui était celui aussi du sida, pour moi, qui se réactive. Quand il y a le mec de l'OMS qui dit mais la seule chose à faire, c'est de tester tout le monde, c'est la première chose qu'on a dit sur le VIH, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut tester, c'est tout. Mais du coup, on voit bien qu'on passe dans un autre mode, une autre morale en fait, qui est la morale vraiment partant de pandémie, qui n'est pas celle d'habitude. Celle d'habitude, on peut dire, bon allez, chacun fait ce qu'il veut, ça reste dans le secret, ok. Genre, en gros, vous ne prendrez jamais conscience que votre partenaire a d'autres partenaires. Vous ferez comme si chacun était une petite monade, c'est-à-dire absolument individuelle, et puis n'était pas connecté aux autres. En fait, donc juste avoir une MST, ça nous fait prendre conscience qu'on est absolument connecté aux autres, que notre corps n'est pas juste une sorte de corps qui s'auto-satisfait et qui reste séparé des autres. Non, non, même un petit virus, ça me faisait marrer que Marine Le Pen dise ouais, il faut fermer les frontières, mais en fait, elle n'a pas pigé. Euh, un virus n'a pas besoin de fermer les frontières pour passer, quoi. Et c'est en plus, c'est des trucs qui sont vraiment, encore une fois, dans l'imaginaire humain depuis très longtemps, quoi. Donc, notamment, moi, je prenais l'exemple de la syphilis, dont on disait déjà, et c'est à peu près le cas, qu'en fait, elle vient effectivement d'Amérique. Ça veut dire que 3 types qui sont repartis sur un bateau ont réussi à contaminer à peu près toute l'Europe, voire le reste du monde. Voilà, c'est ça, quoi. Et donc, nos corps sont liés à un point où une pandémie nous les remet tous ensemble et on se dit tous, ah mais si je touche l'autre, je risque quelque chose. Et alors du coup, passage dans une éthique, disons, de pandémie, quoi. Et là, ça devient très compliqué, parce que soit on est vraiment ultra cruel, et pour le coup, toute la prophylactique, c'est-à-dire en gros la prévention médicale, elle est très cruelle. Il y a des gens qui sont plus dangereux que d'autres, et on voit tout de suite qu'on est tenté, exactement comme d'ailleurs on l'a eu. Pour moi, franchement, le coronavirus, c'est une sorte de VIH light. On a eu l'allemand, là, le préfet qui dit mais oui, regardez, s'ils sont malades, c'est parce qu'ils ont pris des risques, et c'est de leur faute. Et en fait, on moralise la maladie, Mmh. parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens tout à coup vont mal s'ils n'ont pas fait quelque chose, quoi. Dans notre esprit, finalement, comme une sorte de dissonance cognitive, quoi, très forte, en disant mais s'il souffre autant, il a dû faire quelque chose. Donc on moralise la maladie et du coup on veut punir les malades. Et donc, on sait que c'est débile. Donc déjà, il faut se mettre dans une espèce de morale un petit peu minimaliste, où ça servira à rien de juste culpabiliser systématiquement les malades en disant, partant de coronavirus, mais regardez les gens, ils sortent, ils en peuvent plus. Bah, en fait, voilà, désolé, on peut responsabiliser, mais la responsabilisation, elle a une limite. C'est qu'en fait, c'est pas, tous les gens qui sont malades n'ont pas mérité d'être malades. Ça servira à rien de leur dire. Et en plus, on sait qu'il y a des choses totalement injustes qui fait que des personnes sont plus sensibles que d'autres. Voilà, très compliqué. Et du coup, cette espèce de sentiment là d'écosystème sexuel, globalement, il arrive à chaque fois vers une conclusion qui est, pour pouvoir prendre en compte collectivement du danger ou du risque qu'on subit tous ou qu'on vit tous collectivement, il faut être honnête. Il faut savoir ce qu'on fait, comment on interagit avec le reste de l'écosystème. Ce qu'on arrive à faire assez bien maintenant aujourd'hui, j'allais dire politiquement, quoi. On sait que quand on achète des fringues pas chères, c'est que franchement le verre est dans la pomme. Ça vient probablement d'un sweatshop quelque part dans le monde où les gens sont pas très bien payés, pas très bien traités, quoi. On sait que si on arrive à avoir des iPhones pas très chers, c'est qu'il y a probablement, encore une fois, des ouvriers quelque part qui sont pas très bien traités, pas très bien payés. Et ben ça, en fait, on le comprend aussi avec la bouffe. On comprend qu'en fait, ce qu'on mange vient de quelque part et que si on voit tout le processus, on n'aura peut-être pas aussi faim. Et ben, on doit pouvoir le comprendre aussi avec le sexe. C'est-à-dire qu'effectivement, on est liés les uns les autres et que juste vouloir se cacher systématiquement en disant non, non, mais ma sexualité commence avec moi, finit avec moi, c'est pas vrai. Elle a commencé avant, il y a eu plein de choses qui se sont passées avant, qui se passent parce que d'autres partenaires ont d'autres partenaires. Et finalement, on se greffe à un réseau de corps qui préexistait, dont il est très difficile d'avoir une image concrète. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait notamment une étude qui était intéressante en Afrique du Sud. On essayait de voir pourquoi est-ce que le sida, globalement, comment dire, s'enracinait beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays. Et c'est notamment parce que, enfin, notamment, mais entre autres, parce qu'on avait du mal justement à dire ou à nommer la maladie, parce qu'elle était tout de suite associée à quelque chose de honteux. Et du coup, se former une sorte de réseau de malades qui étaient liés sans tout à fait comprendre qu'ils étaient liés. Il y avait une sorte de communauté invisible. Et en fait, je me dis, finalement, on est à peu près dans la même situation. On est dans une espèce de communauté invisible. On voit bien que les gens d'un certain âge ou d'un certain quartier, d'une certaine population, en fait, flirtent entre eux. Bon, quand c'est un lycée, et qu'on voit bien que le lycée, c'est clairement le nœud, si vous voulez, enfin, si tu veux, de la vie sexuelle de plein d'individus en même temps. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une communauté de jeunes qui, globalement, échangent leurs trucs entre eux, quoi. Donc on comprend qu'on est liés, mais en même temps, on veut toujours systématiquement se dire non, non, on n'a rien à voir avec eux, on est différent, ou alors typique, on n'est pas une salope,
ou alors typique, alors que moi je pense qu'on devrait juste tous dire qu'on est des salopes, et puis ça irait beaucoup plus vite, mais on a toujours ce sentiment de vouloir s'accepter de ce monde-là, de sortir de l'écosystème, de se dire qu'on n'est pas lié, quoi. Et le pire, c'est que cette tendance à vouloir ne pas être lié, c'est ce qu'on retrouve notamment dans l'écologie, comment dire, de quelqu'un qui s'appelle Aldo Leopold, et qui dit c'est l'erreur de base, mais vraiment l'erreur de base. Lui était garde forestier, donc il parle vraiment d'écologie, mais il dit c'est l'erreur de base d'avoir un point de vue de conquérant. C'est-à-dire de se dire, ok, ce monde-là, je connais pas toutes les relations et je m'en fiche, et je vais juste m'intéresser à la personne en particulier qui m'intéresse, enfin, qui m'excite, quoi. Et je vais foncer sur elle comme si c'était une proie, sans voir qu'au moment où je fonce sur cette proie, en fait, je suis en train comment dire, d'interagir avec quantité de points du réseau ou du point de l'écosystème. Et donc, au fond, on a le même comment dire, mégalomanie, égocentrisme, anthropocentrisme, aussi bien dans l'écologie, disons, en général, que dans notre conception de la vie sexuelle. Et pour moi, c'est vraiment comme un défaut central de la morale, comment dire, sexuelle qu'on a, c'est de ne pas voir à quel point on est tous connectés, et que si on est tous connectés, ça veut dire que tout le monde peut à un moment donné devenir un objet sexuel, peut-être pas, non, mais au moins vivre sexuellement, et peut-être un jour, moi, rencontrer quelqu'un qui vit sexuellement, parce qu'il a rencontré d'autres personnes qui l'ont fait vivre sexuellement. Donc, encore une fois, on devrait plutôt, au fond, comment dire, euh, voir ce qu'il y a de bien dans cette interdépendance sexuelle, plutôt que d'essayer de construire systématiquement l'amour ou la sexualité par exclusion de l'écosystème sexuel. Je ne sais pas si je suis très clair, mais pour moi, c'est vraiment le problème numéro un, c'est vouloir sortir de cet écosystème, alors qu'en fait, clairement, il fait vivre tout le monde, et je ne peux pas comprendre toutes les relations que vont avoir les gens entre eux. Et franchement, dès qu'on a un petit peu des discours très 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 concrets de personnes, notamment dans des situations très particulières, je sais pas, handicapés, âgés, ou alors je sais pas qui, enfin bref, avec des tonnes de problèmes, on sent que tout le monde a besoin d'avoir une relation sexuelle. On va pas tout comprendre, mais on va juste arrêter de juger tout le monde. Et globalement, c'est comme ça qu'on pourra vivre ensemble. Et donc aussi en étant honnête, parce que sinon jamais on va découvrir l'existence de cet écosystème sexuel. Donc voilà un petit peu ce qui m'avait intéressé dans cette morale sexuelle, qui est aussi un petit peu une morale communautaire. J'essaye, pardon, de faire une sorte de grand résumé, hein, mais c'est ça notamment, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des moments où on en a pris conscience, notamment avec le sida, avec le VIH, et ça avait été, enfin, ça avait été aussi bien un moment, un petit peu comme là en ce moment avec le confinement, qu'on est tous dans le même embarras, quoi. On sent bien qu'il y a une solidarité qui naît, et en même temps, la vraie fin de l'histoire, c'est que bah, ça a été qu'un temps, quoi. C'est-à-dire qu'on a très vite perdu cette conscience-là, le moment où on avait des slogans, donc probablement tu les connais aussi, parce qu'on a l'air d'être de la même génération, les slogans où le sida ne passera pas par moi. Ça voulait Ouais, dire qu'on ouais. avait tous conscience qu'on était liés, qu'on pouvait se refiler. Ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'on sait que les points du réseau ne sont pas tous les mêmes, que certains ont plus de risques que d'autres, et notamment, donc il y a des risques, je veux dire, c'est pour ça que notamment les personnes trans qui ne sont pas blanches et qui sont souvent étrangères, etc., en situation très précaire. Comme aujourd'hui, on découvre qu'avec le confinement, en fait, ben ouais, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et en même temps, si on n'arrive pas à se sentir solidaire de ces personnes-là, parce qu'on vit clairement ensemble, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise, parce que c'est globalement ce qui est apparu tout de suite avec le confinement, c'est-à-dire, ah bah ouais, mais les gens des quartiers populaires, ils n'arrivent pas à suivre. Ben ouais, mais en fait, trop tard, quoi. Vous êtes liés à eux. Faites comme si ça vous concernait pas, mais en fait, ça vous concerne. Donc si vous faites rien pour les aider, vous allez juste les regarder mourir, mais euh, n'imaginez pas que ça va pas avoir d'incidence, quoi. Donc évidemment, on doit prendre conscience qu'on est liés tous ensemble, donc le sida passera pas par moi, et en même temps, on doit savoir qu'il y a clairement des gens qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Et donc c'est une espèce de solidarité quand même très forte. Très honnêtement, au moment où je travaillais le sujet, il y avait quand même tout ce truc, le retour d'Act Up sur les histoires, et en même temps, c'était de la vie de quasiment tout le monde, hein. Act Up, ce moment de prise de conscience, où finalement, donc, ce que je rappelle, Act Up, c'était aussi dire que dans les prisons, il y avait un problème avec le sida, qu'il y avait un problème aussi de la façon dont on traitait les sans-papiers. C'était un moment de solidarité très très large. Le problème, c'est que historiquement, c'est une petite fenêtre de 10-15 ans, quoi. C'est pas énorme, mais c'est quand même, enfin, je dis c'est pas énorme, du point de vue de l'histoire, mais c'est quand même un truc qui nous reste, qui est en plus quelque chose, comment dire, comme un héritage, quoi, philosophique et moral, qu'on devrait pouvoir réactiver. Je dis pas qu'on doit toujours vivre sur cette mentalité morale d'épidémie ou de pandémie, mais si on peut pas comprendre ça, franchement, on peut pas comprendre à peu près
tout ce qui s'est passé d'intéressant dans l'histoire humaine. Je rigole, mais enfin, en tout cas, de ces derniers temps, quoi. Parce que ACT UP, c'est quand même le truc énorme qui concerne la sexualité et le sida de ces, enfin, de ces dernières années, quoi. Donc Alors j'étais un petit peu surpris que, pardon, excuse-moi, mais j'étais un petit peu surpris que, à la fois on parle d'ACT UP en mode, ouais, c'était des héros, mais qu'on avait un petit peu perdu, disons, bah, aussi ce combat qui était très très large, qui était plus large que simplement le combat du sida, quoi. C'est une solidarité vraiment à spectre large, quoi. Et on devrait retrouver ça. Et là, c'est ce qu'on fait un petit peu avec le confinement, en fait. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde change de point de vue en disant le confinement, en fait, ah bah ouais, ça révèle toutes les failles de la société. Ouais, ouais, effectivement, ça fait ça. Voilà. Pardon, je suis merci, complètement emballé. effectivement, ça, c'est très riche, mais c'est très bien parce qu'effectivement, on est dans une phase où les gens, bah, ceux qui travaillaient déjà sur ces sujets, qui sont plus près des personnes les plus démunies ou qui s'intéressent à ces sujets, ne sont pas surpris de ce qui se passe, mais pour d'autres, ça a été un vrai, espèce de révélateur où il y a eu un effet de loupe. C'est: «Ah tiens, il y a des gens qui vivent pas bien. Ah tiens, ça touche plus cette population». Mais, ça enfin, je sais pas, ça fait combien de temps que les gilets jaunes sont dehors? Vous êtes au courant de rien de ce qui se passe en France? Ou alors il y a des gens qui ont aussi, une faculté à se mettre des œillères, très, très rapidement et là, maintenant que, c'est très, très visible, ils peuvent pas s'empêcher de le voir. Alors pour compléter ce que tu disais, je recommande donc, le podcast, d'Anouk Perry qui s'appelle «Qui m'a filé la chlamydia?» qui est à la fois drôle et c'est une enquête, parce que le point de départ, c'est ça, c'est qu'elle chope cette, IST et donc infection sexuellement transmissible et ça peut arriver à n'importe qui. On n'est pas là pour juger parce que Oui, vraiment voilà. ça arrive à C'est n'importe ça, qui. je l'ai vu très bien. Et comment c'est venu et donc elle doit remonter le fil, et donc c'est une enquête, et là, du coup, elle le prend avec un peu plus de recul et d'humour parce que c'est après, mais quand on est dedans, c'est moins fun. Donc Ouais, effectivement, il faut prendre ses responsabilités et c'est là qu'on se rend compte que mais on ne connaît pas bien ces connexions entre les uns et les autres. Et le ouais. deuxième point, parce que bon, la chlamydia, ça peut toucher tout le monde, bien sûr, et l'autre point, c'est le papillomavirus, donc HPV. Donc là, j'ai personnellement, participé à 2 minutes avant de dormir, qui est un podcast qui dure donc 2 minutes, de Septem, qui est un donc c'était un podcast indépendant, où il invitait des femmes ou des hommes à, voilà, un petit guest, vous avez envie de parler d'un sujet pendant vous avez 2 minutes, allez-y. Ben moi, je voulais parler du HPV, de ce que c'est que de se retrouver à faire son frottis, bien gentiment tous les ans, les filles, faites ça vraiment, ou tous les 3 ans au minimum vraiment parce que, bah, ce serait con de développer, des cellules précancéreuses, ce serait vraiment quand même couillon. Oui, c'est pas facile de trouver un gynéco, bah, appelez-moi, je vous file la mienne si vous voulez, mais vraiment il faut aller voir, il y a pas de déserts médicaux partout en France, c'est faux et j'entends et c'est surtout chez les jeunes générations, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui me disent des choses aussi stupides que: «Mais je suis lesbienne». Oui. Ah ouais, ouais. Et donc bah, j'ai pas besoin moi. Oui, bah, alors si en fait, parce que dès lors que tu as un corps humain, avec, dedans un utérus, un vagin, tout ça, il faut aller vérifier la tuyauterie de temps en temps en fait, même si, mais je suis abstinente, mais on s'en fout. Donc voilà, j'en suis à devoir expliquer ça régulièrement à des jeunes femmes qui sont pourtant, bah, très renseignées, ah ouais, on en est là. Mais je sais pas, regardez Sex Education, enfin renseignez-vous. Donc je fais ce travail régulièrement autour de moi, donc je le fais aussi via ce podcast. Donc si vous pouvez écouter ces 2 minutes où je vous explique mon parcours avec, ce frottis qui a donné donc, bah, potentiellement vous avez chopé ce truc comme toute femme, sexuellement active, à un moment donné, vous allez peut-être passer par là. Et puis, ben, soit on fait une opération, s'appelle une conisation, soit on fait rien et on voit ce que ça donne, si ça se développe ou pas. Donc moi j'ai choisi, parce que me recommandait ma gynéco et ça va en fait, mais il y a cette période où on se dit: «Je vais être opérée». Hem et donc il y a tout le côté: «Ah ouais, mais genre je vais être opérée, genre, une anesthésie générale». Ne faites jamais ce que j'ai fait, à savoir taper anesthésie générale sur Google. Vous allez tomber sur des gens qui se sont pas réveillés, notamment un homme politique célèbre qui avait eu une allergie à un produit qui devait être le curare, et qui s'est pas réveillé. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais en gros, J'ai heu, envie de taper sur Google. voilà, ne tapez pas sur Google des trucs de santé. En général, c'est pas Mais tu recommandé. sais que
as raison sur le papillomavirus, notamment, les garçons peuvent être, vaccinés maintenant. Ah, mais ça, c'est une bonne Et nouvelle! ouais, bah, parce qu'en réalité, effectivement, les garçons sont porteurs, mais le développent moins. Mais déjà, ils peuvent être vaccinés, et surtout, notamment chez les gays, mais pas que chez les gays d'ailleurs, mais c'est en fait l'une des. Alors, il faudrait voir quelle souche du papillomavirus, parce qu'il y en a plein, mais se transforme en condylome. Et là, c'est pareil, ne tapez pas condylome sur Google. Euh, mais ceci étant, bon, c'est ce qu'on appelle des virus anales, en gros, et c'est quand même quelque chose qui peut effectivement être assez simplement combattu en étant vacciné, mais il faut le faire, je crois, avant 25 ans ou un truc comme ça. On peut pas le faire trop tard. Donc, et comme on est nul en vaccin en France, évidemment, après on le paye, alors qu'en réalité, ça rendrait service à tout le monde, quoi. Aussi bien aux femmes qu'aux mecs. Donc, dès qu'effectivement, tout le monde peut être vacciné, aussi bien les garçons que les filles, ce qui évidemment permet d'abord d'avoir moins de garçons qui sont porteurs, et par voie de conséquence, moins de filles aussi qui soient exposées. Et en plus, effectivement, ça peut être très utile, notamment quand on est gay, qu'on a une vie sexuelle un petit peu active, et que du coup, on veut éviter d'avoir des super opérations pas très drôles. Voilà. Donc oui, ça complète bien. Donc en gros, il faut se renseigner sur les risques, donc les maladies sexuellement transmissibles. Je pense que mieux on est informé, mieux c'est. Ça veut pas dire qu'ensuite, il faut avoir peur et se dire, «Bon, bah, potentiellement, je peux avoir ça alors que je me suis protégé, que j'ai fait le maximum». C'est ce que disait, Martin, Wrinkler, je sais pas comment on dit son nom de famille, mais qui est un grand médecin qui fait beaucoup de prévention, grand gynéco, et disait: «On peut pas vous emballer de la tête aux pieds dans un préservatif, ça n'est pas possible». Donc prenez ça effectivement comme, peut-être un parcours, et plus vous êtes informé, mieux c'est. Et effectivement, si vous tombez bah, voilà, sur ce type de maladie, la moins grave, effectivement, ben, c'est quand même le HPV, bah, tout le monde peut passer par là, et on s'en sort. La chlamydia, aussi, mais par contre, effectivement, le VIH, on s'en sort aussi, mais vraiment, on a fait beaucoup de prévention quand on était plus jeunes, nous trentenaires ou cadras. Il y a moins de prévention, moi je le vois, vraiment, au niveau des jeunes. Ils ont pas du tout la prévention que nous on avait, partout tout le temps, et ce qui fait qu'ils oublient un peu, et donc on le répétera jamais assez. Je l'ai répété aussi au dernier épisode avec Sharon qui travaille dans une association qui vient en aide aux personnes atteintes de VIH. Hem, i La capote, vous pouvez pas faire mieux pour vous protéger, par rapport au sida, et donc cette fameuse négociation, à laquelle vous serez confrontés parfois, homme ou femme, quelle que soit votre sexualité, vous tomberez un jour sur quelqu'un qui vous dira: «Ouais, mais moi j'aime pas trop la capote», ou «Je me sens pas bien dedans, et ça va, tu peux me faire confiance, je suis clean». Non, Ouais. la réponse est non. C'est Ne Surtout, prenez pas le risque, vraiment, c'est trop dangereux. ouais, surtout sur le «je suis clean». Ça, c'est définitivement un petit peu la parole de l'entourloupeur. Parce qu'en réalité, justement, il vaut mieux se dire, j'ai fait un test et pour l'instant, je n'ai rien, mais comme j'ai fait un test, je sais qu'il y a une fenêtre sérologique, ou peut-être si j'ai eu des relations avec quelqu'un d'autre, eh ben, je sais pas ce que j'ai. Donc, en fait, littéralement, le mec qui assure, ou la meuf qui assure qu'il est clean, je dis pas qu'elle est pas clean, mais disons qu'il y a en tout cas une absence de précision qui est un petit peu un flou qui cache un loup, quoi. C'est pas. Et puis ça supposerait du coup que les autres sont pas clean, sont sales, et puis encore une fois un retour de moralité comme ça qui revient en disant il y a des gens sales, il y a des gens propres, alors que c'est pas un truc qu'on maîtrise absolument, quoi. C'est pas si simple, c'est pas si net. Bref, Après, vous pouvez tourner le jeu. Moi, ce que j'ai pu proposer, c'est, bah, OK, bah, ce sera une relation sexuelle sans pénétration. On peut faire d'autres choses, et qu'est-ce que tu en penses? Et après, du coup, il se pose aussi la question, moi je commence à creuser ça parce que j'en avais pas vraiment bien conscience, des protections qui peuvent exister aussi, pour le CUNY. Alors c'est pas si facile à trouver, mais il semblerait qu'on appelle ça des feuilles de je sais plus quoi. En fait, ça se trouve en pharmacie, et ce serait pour faire un CUNY, mais protégé. Alors ça aussi, on peut ouais, aussi se dire, «Attends, quel est le moyen sans ustensiles particuliers pour qu'on puisse faire des choses ensemble, sans qu'il y ait, une capote parce que ça me gêne et que gna gna gna». Bah, peut-être que ça va être un jeu de doigtage, et de baiser langoureux, et ce qu'on peut appeler la sexualité vanille, ouais, qui est très douce et qui peut être très agréable aussi.
et c'est peut-être un début d'entrée en matière et puis quand finalement on aura vraiment envie de passer à des choses, «plus sérieuses» entre guillemets, et donc qu'on aura envie de cette pénétration, là la capote elle est pas, négociable, elle se met et puis après, il faudra discuter avec cette personne. Moi je sais que souvent effectivement il y a un loup, souvent c'est la personne qui me dit: «Mais moi, voilà j'étais en couple pendant longtemps donc j'ai plus l'habitude». Et bah tu Mmh. c'est comme tout, tu vas te réhabituer, tu Bah oui, t'entraînes bah et oui. ça peut être un jeu très sympathique aussi. Non, mais bien sûr. Et puis évidemment, enfin, il y a beaucoup d'indices. Si quelqu'un a beaucoup de partenaires, bon, ça peut vouloir dire simplement qu'il y a plus de risques. Et si quelqu'un vous dit à la fois qu'il a beaucoup de partenaires et qu'en même temps il n'y a pas de risque, c'est qu'il n'a pas pigé comment ça fonctionnait. Ceci étant, il n'y a aucune, moi je préfère le dire en direct, puisque même pour la pipe par exemple, il y a évidemment des MST qui se transmettent par, par voie orale, comment on dit, génitalo-oral ou oralo-génital, je sais plus. Ouais, Mais donc rien n'est absolument, enfin si, safe, si on peut, bah, ce que tu viens de dire, et encore, ouais, si, non mais même si le doigtage ça doit fonctionner. Mais ce que je veux dire, c'est que en vrai, même si on a envie d'absolument tout contrôler, ah, ce sera difficile à accepter, mais il va falloir quand même bien se dire que dès le départ, on est bien des corps et des corps qui sont liés entre eux, quoi. Donc il y a évidemment comment dire, une phase de responsabilisation, de prise de conscience. Et en même temps, est-ce qu'on pourra faire du sexe totalement clean? Je veux dire, avec vraiment ces trucs, à peine. Voilà, même, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ailleurs de problèmes, comment dire, juste, tu sais, quand là, ils disent en ce moment sur le confinement, c'est l'usage des gants. En fait, moi, c'est marrant, l'usage des gants, ça me rappelle l'usage de la capote, parce que on sait qu'au moment où on retire les gants, comme on se touche encore, il y a encore un risque, tu vois. ouais. Et je me dis, c'est un petit peu pareil pour la capote, puisqu'il pourrait y avoir du liquide séminal, enfin pas du liquide séminal, mais enfin ouais, il faut faire attention quand on touche la capote, etc., comment on la met, si on la retourne, si on enlève et qu'on la remet. Bref, en fait, évidemment, alors je dis pas ça du tout pour dire, mais non, autant ne pas mettre de capote, au contraire, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est, être honnête sur comment dire, les prises de risque qu'on prend. Et si on a un partenaire, en fait, c'est là pour moi où vraiment il y a sex friend. En fait, c'est quand le partenaire peut être très honnête en disant bah, j'ai baisé tant autant, voilà comment j'ai baisé, donc voilà à peu près l'estimation du risque que tu prends et tout et tout. Et ça c'est super, enfin c'est pas super compliqué, mais c'est super important surtout. C'est un peu compliqué, mais c'est quand même super important. S'il y a quelqu'un qui veut juste pas en parler, ça sert à rien, quoi. Enfin, bon, en tout cas, on prend un risque. Ça, faut être honnête avec soi. Ce qui fait que, là encore une fois, moi, je vais un tout petit peu nuancer aussi ce que je dis, c'est-à-dire que euh, il y a un kiff, je pense, un vrai kiff à juste vouloir baiser sans jamais réfléchir avant et à foncer, quoi. Je le comprends. La seule difficulté, c'est qu'après, euh, bah, il faut pouvoir se dire qu'on a quand même fait quelque chose qui était en fait pas reproductible, qui était dangereuse. Et donc, évidemment, on ne peut pas être absolument satisfait de ce genre de sexualité, même si elle est très, comment dire, séduisante, parce que du coup, c'est génial, on lâcherait complètement bride, et puis, enfin, je veux dire, on peut pas se mentir, hein, c'est comme aujourd'hui, alors aujourd'hui, par exemple, notamment chez les gays, il y a tout le truc sur la PrEP. D'ailleurs, je pense que des hétéros aussi pourraient prendre la PrEP contre le VIH. Donc ça, c'est cool. On voit bien que ça a libéré un petit peu un truc au début, c'est en disant, si je prends de la PrEP, ça veut dire que je peux pas contracter le VIH. Ceci étant, il y a plein d'autres maladies qui peuvent passer. Et donc, en fait, tout le monde a dû revenir quand même à l'idée que il n'y avait pas de solution parfaite. Voilà. Même quand on en a rêvé, en fait, il n'y a vraiment aucune solution parfaite de ce point de vue. Ouais, ça c'est un vrai sujet, notamment avec les personnes un peu plus âgées, et aussi les jeunes peut-être parfois un peu trop inconscients et qu'il faut, non pas raisonner, mais il faut leur expliquer ce que nous on a vécu et cette terreur qu'on a toujours. C'est que ce monde, d'avant, comme on dit pour le confinement, le monde d'avant, et bah, le monde d'avant le sida, vous oubliez, il reviendra pas. Il y aura pas un monde où on pourra à nouveau, baiser comme le faisaient, d'autres générations où le sida n'existait pas, où il y avait sans doute déjà des IST, mais elles étaient sans doute moins médiatisées, moins expliquées, moins on n'en savait pas grand-chose. Et voilà, et il y a quand même un ancêtre du préservatif qui existe depuis très longtemps, Mm. mais c'était, réservé à une certaine, classe de la population, notamment les travailleurs du sexe. Mais sinon, voilà, le sexe, avec une personne qu'on rencontre pour la première fois, même avec une relation amoureuse, parce que je l'ai tellement entendu ça aussi: «Ouais, mais ça y est, on veut vraiment se mettre en couple, on est vraiment sérieux, on voit personne d'autre», et donc
Vous avez fait le test? Bah non. Mais faites les choses dans l'ordre, les gars. Vous voulez un truc sérieux, vous voulez arrêter la capote, et ben test obligatoire pour les deux. Et c'est pas négociable. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, puis c'est une preuve de confiance en fait. C'est vrai que Exactement. quelqu'un qui refuserait de faire le test, si on voulait jouer un petit peu sur les mind games et tout, ça quand même, ça sentirait quand même très mauvais quoi. Donc il vaut mieux le faire, ne serait-ce que bah, pour préserver l'amour et la confiance là, au-delà des aspects, j'allais dire médicaux. Mais c'est vrai que c'est une question. En fait, c'est marrant parce que c'est une question où, ben, moi je suis d'accord, on est à peu près de la même génération, on a vraiment dû avoir une espèce de conscience médicale quand même développée. Euh, mais notamment avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le vaccin en France, on sait que les gens sont plus méfiants et tout et tout. C'est quelque chose qui peut quand même assez vite évoluer et pas forcément bien. Moi, pareil, j'ai un peu peur que les jeunes générations découvrent juste ça, mais au fur et à mesure des galères en fait. Alors qu'il faudrait tout de suite, notamment, par exemple, avoir des cours d'éducation sexuelle au collège ou au lycée, et que pour l'instant ça n'existe pas ou presque plus. Oui, Donc, oui, ils sont pas obligatoires, ou alors ça dépend des lycées, où je crois qu'il y a à peine 1 heure ou 2 heures par an. Et je c'est vraiment trop peu, et il oui, suffit que la personne soit, typiquement, allez, pavé dans la mare dans un collège privé ou un lycée privé, si possible catholique. Là, je suis pas certaine, sans généraliser bien sûr, que ce cours aura bien lieu, et il aura lieu avec toutes les bonnes informations, avec, pourquoi pas la participation du milieu associatif, où là vraiment on a le concret. Moi, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir en ZEP. Pour ceux qui connaissent pas, c'était les zones d'éducation prioritaire, oui. et on nous expliquait tout bien. On avait des milieux associatifs qui nous disaient: «Voilà, ça peut vous toucher, ça vous touche déjà, ça touche vos grands frères, vos grandes sœurs, vos cousins, et soyez conscients de ce qui peut arriver.» Et après, on avait aussi tout le battage médiatique, mais moi je suis ravie d'être née dans cette période-là, même si c'est la période aussi de la crise économique et de plein d'autres choses. Bah, c'est la période aussi où on a été très conscientisés, en tout cas à ce sujet-là. Et si je peux juste finir là-dessus, c'est aussi, tu sais, enfin, donc, tous les centres de dépistage, hein, qui sont toujours un petit peu précaires, qui parfois encore se ferment parfois. À Paris, par exemple, j'en connais deux, trois quand même qui ont fermé, qui étaient liés à des hôpitaux, mais du coup qui sont centralisés en ce moment, je crois que c'est à l'Hôtel-Dieu, si je dis pas de bêtises. Et donc, bon, il y en a d'autres, hein, mais dans les petites régions, moi j'habite à Chartres, donc enfin voilà, il y a 2 rendez-vous en semaine, parfois il est blindé, et je me dis, bon, ceux qui le font déjà tiennent bon, tu vois, et tu sens que les crédits, l'argent qui est alloué pour ceux qui continuent à faire ces dépistages et à faire tout ce travail de prévention, il n'y a pas énormément d'argent, quoi. On leur en donne vraiment pas trop. Alors que, bah, franchement, ils sont sur le front. C'est-à-dire, ils font partie de tous ceux qui maintiennent un système de santé un peu précaire. Et franchement, pour des gamins qui découvrent au moment d'une galère que, ben ouais, ça se trouve, ils auraient pu être parents, tomber enceinte. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même central, et pourtant, j'ai l'impression que ça disparaît au fur et à mesure. Ouais, donc c'est vrai, le message de fin, le message d'espoir aussi, pour que, bah, on puisse se maintenir, en parlant, tous ces centres qui sont vraiment indispensables. Et bah, rappelez-vous de ce que disait, Simone Veil, il faudra se battre constamment, contre, non, c'était pas Simone Veil, c'était Simone de Beauvoir. Je pense que c'était Simone de Beauvoir, qu'il faudra se battre parce que c'est ces droits auxquels bah, on a maintenant droit, mais je tournerai la phrase autrement, je referai le montage, mais en gros, c'est tous ces droits acquis de haute lutte, ne sont jamais vraiment acquis, parce que ça pourra toujours revenir en arrière. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, Mm. regardez ce qui se passe en France, en région, regardez ce qui se passe pendant le confinement pour l'IVG, c'est une catastrophe. Donc il faut en parler le plus possible, en être conscient de cette chance aussi qu'on a. Il y a des pays où il y a rien, où il y a des pays où il faut pas tomber enceinte, il faut pas être malade, en gros. Ouais, ouais. Ah, Voilà, c'est et ça. ici, on a Mm. quand même quelques petites choses, il faut se battre pour les sauvegarder, notamment le planning familial, et puis toutes les associations qui viennent en aide, aux jeunes et aux personnes, atteintes de VIH ou d'autres IST. Mm. Bah, écoute, c'est très bien résumé. Bah, merci beaucoup, je pensais pas qu'on allait passer 2 heures, mais il y a tellement de choses à dire encore. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté, cet épisode.
Vous pouvez retrouver Single Jungle, le podcast, sur toutes les plateformes de balado-diffusion, comme disent les Québécois et Québécoises, ou plateformes de podcast tout simplement, sur iTunes, SoundCloud, flux RSS pour l'ajouter sur toutes vos applis habituelles, Deezer, Spotify, et même sur YouTube. Oui, je m'embête à le mettre sur YouTube, notamment pour le référencement et aussi pour les personnes malentendantes, parce que je mets des sous-titres. Donc allez-y, ça me prend tellement de temps. Vous tapez simplement Louisa Amara, A-M-A-R-A, Single Jungle, et vous allez tomber sur YouTube, sur cette chaîne, avec les derniers épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, donc c'est sur Twitter, single_jungle, et sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast, tout attaché. Voilà, merci à tous et à toutes.